Sous la jungle dense de l'île de Java, une colline apparemment ordinaire repose dans le silence. Le vent y glisse comme sur une cicatrice oubliée de la terre. Pourtant, sous cette peau de pierre et de terre, les couches se révèlent plus anciennes que les récits gravés dans la mémoire des hommes. Certains fragments, datés de près de 28 millénaires, évoquent dans Pan des mains patientes, façonnant un ordre géométrique que le temps a presque effacé. Nulle chronique ne mentionne ce monument. Et pourtant il est là, ancré dans le sol comme une pensée enfouie. Était-ce le cœur d'une cité disparue, ou le vestige d'un savoir éteint? Les réponses sommeillent encore, enveloppées d'antarcticopées dans la poussière et l'ombre. Il faut parfois apprendre à écouter la terre avant de pouvoir la comprendre. Dans les hauteurs verdoyantes de Java Ouest, la colline de Gunung Padang semble se dissoudre dans le paysage comme une simple ondulation du sol parmi tant d'autres. Mais pour celui qui s'attarde, qui laisse ses yeux s'habituer aux formes, un trouble naît. Rien ici n'est tout à fait naturel. Les pierres sont trop régulières. Leurs arêtes de trop nettes pour être nées du hasard des effondrements. Elles semblent posées là les unes sur les autres, dans une lente respiration minérale. La jungle a appris à s'enrouler autour de ce qui dort. Les racines se glissent entre les blocs comme des doigts, curieux. La mousse recouvre les surfaces planes. Et les cris lointains des oiseaux se perdent dans un silence plus profond, celui de la pierre. Les habitants des environs la connaissent depuis toujours, non comme une curiosité archéologique, mais comme un lieu de légende où les ancêtres conversent encore avec ceux qui savent écouter. Les marches abruptes qui mènent au sommet sont vieilles, usées par des pas innombrables, et pourtant, elles conservent une géométrie que le temps n'a pas pu effacer. Les premiers regards scientifiques posés sur Gunung Padang au XXe siècle ne virent qu'un site mégalithique ordinaire, un ensemble de terrasses et de blocs dressés, érigés, pensait-on, par une culture locale il y a quelques millénaires tout au plus. Mais le sol, lui, raconte une autre histoire. Des études géophysiques menées au fil des dernières décennies ont commencé à dévoiler ce que l'œil ne pouvait soupçonner. Sous la surface visible se cache une structure bien plus vaste, enchâssée dans la colline elle-même. Des couches de pierre, disposées avec un ordre précis, s'enfoncent profondément, formant un corps souterrain qui pourrait remonter à près de 28 000 ans. Ce chiffre, s'il se confirmait, bouleverserait l'histoire telle que nous la concevons, car il ne s'agirait plus d'un simple monument érigé par une communauté agricole avancée, mais du vestige d'un peuple capable, dès l'aube de notre présence sur Terre, de concevoir, d'aligner et de bâtir avec une maîtrise presque déconcertante. La science moderne hésite à l'accepter, car les chronologies établies sont comme des digues, elles protègent nos récits, mais peuvent céder devant la pression des faits. À mesure que les instruments sondent la colline, l'image se précise. Les couches les plus récentes, datées d'environ 3 à 4 000 ans, ne sont que la peau visible. Sous elles, des strates plus anciennes apparaissent, chaque niveau séparé par un dépôt de sol et de cendres volcaniques. Les géologues y lisent l'empreinte des âges, une construction, un recouvrement naturel, puis une nouvelle intervention humaine, comme si le lieu avait été redécouvert, honoré, puis oublié encore et encore. Ce cycle d'oubli et de renaissance donne à Gunung Padang une aura particulière. C'est un monument qui n'a pas été seulement construit. Il a été entretenu, modifié, repris par des mains différentes, chacune déposant un fragment de sa propre époque. Mais si l'on creuse encore plus profondément, on atteint une couche que les datations au carbone situent autour de 28 000 ans. Là, les blocs sont enchâssés dans une matrice argileuse, disposée selon des motifs géométriques qui ne doivent rien au hasard. Ce n'est plus seulement une fondation, c'est le cœur même du monument. Les blocs eux-mêmes, faits de basalte, portent les marques d'un façonnage intentionnel. Les arêtes sont nettes, parfois polies, parfois laissées brutes, mais toujours dans une disposition qui suggère une logique. Les chercheurs notent bon que certaines pierres sont orientées de façon à créer une résonance particulière lorsque l'on frappe dessus, un son creux, presque métallique, qui pourrait indiquer une connaissance empirique des propriétés acoustiques de la roche. Était-ce un hasard, ou bien le signe que ces bâtisseurs savaient que la pierre pouvait être plus qu'un simple matériau, un vecteur de son et peut-être de sens? Autour du site, les villages conservent des histoires transmises de génération en génération. Elles parlent de rois anciens, de cités englouties par le temps, de lieux sacrés où l'on communiait avec les forces invisibles du monde. Ces récits ne mentionnent pas de date, mais ils évoquent un savoir qui semble toujours précéder la mémoire écrite.
La science hésite à s'appuyer sur ces mythes, mais leur persistance interroge. Pourquoi, sur tant de siècles, continuer à raconter une histoire autour d'un lieu si ce n'est parce qu'il portait une importance réelle ? Les premières investigations modernes furent menées avec prudence. On mesurait, on photographiait, on cartographiait. Puis vinrent les sondages géophysiques, radars à pénétration de sol, imagerie tomographique, analyse bandomagnétique. Ces techniques révélèrent des anomalies profondes, des cavités devant être des alignements souterrains qui ne correspondaient pas aux formations naturelles locales. Certaines de ces cavités semblent se connecter entre elles, comme les pièces d'un plan invisible. Mais leur exploration reste difficile. La roche et la terre qui les recouvrent sont instables et chaque intervention risque de détruire des informations précieuses. Le plus troublant est peut-être la question de la fonction. Gunung Padang ne ressemble pas aux pyramides que nous connaissons en Égypte ou en Mésoamérique. Ces terrasses y sont irrégulières, ces niveaux moins strictement alignés. Pourtant, une logique interne se dessine. Certains alignements correspondent à des points astronomiques. D'autres paraissent conçus pour diriger le regard vers des horizons particuliers, comme si le monument servait aussi de calendrier ou de carte céleste. Si tel était le cas, cela impliquerait non seulement une capacité d'observation fine, mais aussi une transmission de savoir sur des milliers d'années. La possibilité qu'une civilisation disparue ait pu ériger une telle structure à une époque aussi lointaine dérange. Les archives fossiles et archéologiques sont maigres pour cette période. Nous ne possédons que des fragments d'outils, des peintures rupestres, des traces éparses d'habitats intemporaires. Pourtant, Gunung Padang suggère autre chose, la permanence, la monumentalité, la volonté de laisser une empreinte durable. Cette idée entre en conflit avec la vision classique d'un monde peuplé de chasseurs-cueilleurs aux structures sociales simples. Si elle se confirmait, elle impliquerait qu'une organisation plus complexe, peut-être sédentaire, existait bien avant l'invention supposée de l'agriculture. Pour comprendre ce lieu, il faut aussi prendre en compte le cadre naturel. Java est une terre de volcans, de séismes, de pluies diluviennes. Tout ce qui est construit ici doit composer avec la menace constante de destruction. Que Gunung Padang ait survécu, même partiellement enfoui, pendant des dizaines de millénaires, relève presque du paradoxe. On pourrait y voir la preuve que ces bâtisseurs connaissaient intimement la terre qu'ils façonnaient, qu'ils savaient ancrer leur structure dans des zones stables, protégées des glissements et des effondrements. Aujourd'hui, le site continue de livrer ses secrets à un rythme lent, presque frustrant. Les fouilles sont limitées, les datations contestées, les hypothèses débattues. Mais plus on observe, plus il devient difficile d'écarter l'idée que Gunung Padang est bien plus ancien que ce que l'on croyait. Sous sa surface végétale, il garde la mémoire d'une époque où l'homme, peut-être, se tenait déjà face à la pierre, avec un dessin précis, conscient de la durée et de la trace. Ce qui attire ici n'est pas seulement la possibilité d'une réécriture de l'histoire, mais la sensation palpable que ce lieu fut important, vital, pour ceux qui l'ont bâti et rebâti. Chaque marche, chaque terrasse, chaque bloc semble porter en lui l'écho d'un geste répété, d'une intention qui dépasse les générations. Et même si nous ignorons encore la nature exacte de cette intention, nous pouvons sentir qu'elle nous concerne. Elle parle de mémoire, de savoir et de la façon dont certaines œuvres défient le temps. Dans le murmure des pierres de Gunung Padang, il y a la promesse d'une vérité enfouie, patiente, qui attend que nous soyons prêts à l'entendre. Au sommet de Gunung Padang, le vent glisse sur les terrasses comme sur les pages d'un livre muet. Ce livre n'a ni encre ni lettres, mais il contient l'histoire la plus ancienne que la pierre puisse murmurer. Les couches superposées, visibles ou dissimulées sous la surface, sont les feuillets de cette mémoire. Chaque strate raconte un moment, une intervention humaine, un long sommeil. Mais lire ce texte exige des instruments que nos ancêtres ne connaissaient pas, et une patience semblable à celle de la montagne elle-même. Les scientifiques qui se sont penchés sur le site ont découvert que le temps y est inscrit de plusieurs façons. Il est dans les dépôts de cendres volcaniques, dans les fines couches de sédiments, dans les altérations chimiques de la roche. Le basalte, façonné puis laissé à l'air libre, s'oxyde différemment selon qu'il a été exposé pendant quelques décennies ou pendant des millénaires. Ainsi, la surface d'un bloc devient un calendrier, ses nuances de gris et d'ocre indiquant le passage des siècles. Mais c'est la datation par le carbone 14, appliquée à des fragments organiques emprisonnés entre les pierres, qui a produit les chiffres les plus déconcertants. Des morceaux de charbon, vestiges d'anciens feux, ont révélé des âges qui dépassent de loin ce que l'on croyait possible pour une structure monumentale en Asie du Sud-Est.
Certains échantillons proviennent d'entrant de couches enfouies à plus de 10 mètres sous la surface actuelle, scellées par des dépôts naturels. Les analyses répétées et croisées en T ont donné des résultats avoisinant 24 000, parfois 28 000 ans avant notre époque. Ces chiffres ne sont pas de simples données, ils sont des failles dans la chronologie admise. Car si ces blocs ont été disposés par l'homme à cette époque, cela signifie que des communautés organisées, capables de mobiliser du temps, des ressources et un savoir technique, existaient bien avant la période néolithique. L'archéologie traditionnelle place les premières architectures monumentales dans un horizon beaucoup plus récent, autour de 10 à 12 000 ans. Gunung Padang semble donc se tenir hors du cadre, dans un espace où la certitude se fissure. Pourtant, mesurer le temps dans la pierre est un exercice périlleux. Chaque méthode possède ses limites et ses zones d'ombre. Les dépôts peuvent être perturbés par des infiltrations, les échantillons contaminés par des matières plus récentes. Les sceptiques soulignent que les datations anciennes pourraient bien concerner des matériaux déjà présents dans le sol avant la construction. Mais alors, il faudrait expliquer pourquoi ces matériaux se trouvent piégés entre des blocs taillés et alignés au cœur d'un agencement manifestement artificiel. D'autres techniques viennent épauler les datations. La thermoluminescence, par exemple, permet de déterminer la dernière fois que des cristaux minéraux ont été chauffés à haute température. Appliquée à certaines pierres de Gunung Padang, elle a donné des valeurs compatibles avec celles du carbone 14, renforçant l'idée que certaines parties du monument furent érigées à une époque que nos livres d'histoire ne couvrent pas. Cette convergence des méthodes intrigue, car elle suggère que les anomalies ne sont pas des accidents de mesure, mais des échos réels d'un passé lointain. Il y a aussi la lecture des structures elles-mêmes. Les couches les plus récentes montrent un certain désordre dans l'assemblage des pierres, comme si les bâtisseurs avaient réutilisé des blocs plus anciens, parfois mal ajustés. Mais plus on descend, plus l'agencement devient précis, presque géométrique. Les deux joints sont serrés, les surfaces parfaitement horizontales. Cette inversion où la perfection précède l'irrégularité est rare dans l'histoire architecturale. Habituellement, les techniques se perfectionnent avec le temps. Ici, elles semblent se diluer. Cela pourrait indiquer que la connaissance initiale s'est perdue et que les générations suivantes n'ont fait que reproduire imparfaitement ce qu'elles ne comprenaient plus entièrement. La pierre garde aussi la mémoire des événements géologiques. Dans les fissures, on retrouve des dépôts de minéraux qui se forment lentement, année après année, sous l'effet de l'eau infiltrée. Ces dépôts, comme des cernes dans le tronc d'un arbre, permettent d'estimer l'ancienneté des fractures. Certains se sont formés avant que de nouvelles couches ne recouvrent la structure, prouvant que celle-ci était déjà ancienne à ce moment-là. Ainsi, le temps se mesure non seulement en date absolue, mais aussi en séquence d'événements. Construction, altération, recouvrement, redécouverte. La patience est essentielle dans ce travail. On ne peut pas arracher la vérité à Gunung Padang, il faut l'écouter, la laisser livrer ses indices à son rythme. Les chercheurs prélèvent des échantillons millimètre par millimètre, notant la position exacte de chaque fragment, croisent les résultats avec les relevés géophysiques. Ce processus lent est la seule manière d'éviter les interprétations hâtives, car chaque erreur pourrait alimenter des récits infondés et détourner l'attention des faits. Mais la mesure du temps ici n'est pas seulement une affaire scientifique, elle résonne aussi dans les récits traditionnels. Les anciens du village voisin racontent que la colline est plus vieille que les montagnes environnantes, qu'elle a été dressée par des mains venues d'un temps où les hommes parlaient directement aux étoiles. Ces paroles pointissantes pour la science ne sont que des métaphores. Pourtant, elles traduisent toute une perception intuitive de l'ancienneté du lieu, un respect transmis de génération en génération. Ce lien entre mémoire orale et vestiges matériels tisse une continuité qui échappe aux chiffres, mais qui participe à la compréhension globale. L'idée que Gunung Padang ait pu servir de repère dans le temps est fascinante. Peut-être ces terrasses marquaient-elles le passage des saisons, ou des cycles astronomiques plus longs. Certaines pierres sont alignées avec des points précis de l'horizon, où le soleil se lève ou se couche lors de moments particuliers de l'année. Si cette intention est réelle, alors les bâtisseurs n'étaient pas seulement des maçons, mais aussi des observateurs du ciel, capables d'intégrer le mouvement des astres dans la forme de leur œuvre. Mesurer le temps dans la pierre, c'est aussi comprendre la durée de la construction elle-même. Un édifice de cette taille, surtout s'il fut érigé par une société pré-agricole, ne peut avoir été achevé en quelques années. Il a probablement été construit par phase, peut-être sur plusieurs générations.
Chacune aurait ajouté sa contribution, modifiant légèrement le plan initial. Ainsi, la structure est à la fois un monument et un journal de bord, où chaque ajout marque une étape dans la vie de la communauté. Ce qui frappe en observant ces couches et en lisant les résultats des analyses, c'est la coexistence de deux temporalités. Celle, presque instantanée, du geste humain qui taille et pose la pierre, et celle, immense, de la montagne qui engloutit lentement ce travail sous ses dépôts. Entre les deux, il y a la mémoire, fragile car soumise aux oublis, mais aussi tenace, car inscrite dans la matière. Gunung Padang nous apprend que la pierre n'est pas inerte. Elle change, s'use, s'altère, mais elle conserve les traces des mains qui l'ont façonnée. Elle garde aussi les empreintes du temps qui l'a recouverte et protégée. En ce sens, chaque bloc est un témoin silencieux, à la fois œuvre et archive. Lire ces archives demande de savoir distinguer l'empreinte du bâtisseur de celle de la nature et de comprendre comment elles se superposent. Les débats autour des datations continueront sans doute longtemps, mais qu'importe au fond si la plus ancienne couche date de 20 mal ou de 28 000 ans, ce qui compte c'est qu'elle soit là, tangible, prête à bouleverser notre perception de ce que l'humanité pouvait accomplir à une époque où nous pensions qu'elle n'en avait pas les moyens. Les chiffres, dans leur précision apparente, ne sont qu'une porte d'entrée vers une réalité plus vaste, celle d'un dialogue entre la pierre et le temps, un dialogue que nous n'entendons que par bribes. Et chaque fois que le vent passe sur les terrasses Godumwan de Gunung Padang, il semble tourner une page de ce livre sans mots, invitant ceux qui savent observer à poursuivre la lecture, couche après couche, jusqu'à atteindre la première phrase écrite dans le basalte. Il est des lieux où l'on croit sentir encore la présence de ceux qui les ont façonnés. À Gunung Padang, cette sensation se glisse dans le silence entre deux blocs, dans la précision d'un alignement, dans la patine irrégulière d'une surface polie par un geste humain. La pierre elle-même semble avoir gardé, en creux, la mémoire des mains, qui l'ont touchée, soulevée, disposée. Ces mains appartenaient à des hommes et des femmes dont nous ignorons tout, sauf qu'ils vécurent à une époque où le monde était plus jeune, et que leur savoir n'a laissé d'autres traces que ce monument enfoui. En approchant de certaines pierres, on remarque des marques qui ne doivent rien à l'érosion. Ce sont de fines incisions, des arêtes régulières, parfois des stries parallèles. Elles témoignent d'outils capables de travailler le basalte, roche dure et résistante. Les archéologues modernes savent combien une telle tâche exige de force et de technique. La taille de chaque bloc n'est pas approximative. Elle répond à un projet, à un dessin mental que les bâtisseurs portaient en eux avant même de poser la première pierre. Ces mains, pourtant, ne nous ont pas laissé d'empreintes directes. Aucun squelette, aucun outil complet n'a été retrouvé sur place. Seules persistent les traces indirectes. La forme du bloc, l'angle du polissage, la disposition des pierres les unes par rapport aux autres. C'est à travers ces indices que nous tentons de reconstituer leur savoir-faire. En analysant les coupes et les cassures, certains spécialistes suggèrent l'usage de percuteurs en pierre encore plus durs, peut-être associés à des techniques de chauffage et de refroidissement rapide pour fragiliser la matière. Rien ne prouve de manière absolue ces méthodes, mais la précision obtenue invite à penser que ces bâtisseurs connaissaient intimement la résistance et les réactions du basalte. Ce savoir n'était pas seulement technique, il était aussi collectif. Déplacer un bloc de plusieurs centaines de kilos sur une pente abrupte, l'ajuster avec ses voisins, puis répéter ce geste des dizaines de fois, cela exigeait une organisation humaine complexe. On imagine des groupes coordonnés, un langage commun, peut-être même des signes ou des chants rythmiques pour synchroniser les efforts. Ce type de coopération, à une époque supposée dominée par de petites bandes nomades, suggère que Gunung Padang fut le produit d'une société plus vaste, plus structurée que ce que nous pensions possible. À mesure que l'on explore les couches profondes, les blocs deviennent plus imposants, plus réguliers. Les mains qui les ont façonnés ne semblaient pas craindre l'ampleur de la tâche. Elles disposaient d'une maîtrise qui dépasse l'empirisme, un savoir transmis, peut-être enseigné à chaque nouvelle génération de bâtisseurs. Car ériger une structure sur plusieurs générations exige plus que de la force brute. Cela requiert la mémoire d'un projet, la vision d'une œuvre à accomplir au-delà de la vie d'un seul homme. Certains blocs portent des formes particulières, angles biseautés, faces planes, sur plusieurs côtés, évidemment circulaires. On ne sait s'il s'agit d'éléments architecturaux précis ou de motifs symboliques. Mais ces détails révèlent une intention qui dépasse la simple utilité. Ils pourraient refléter des codes esthétiques, des repères rituels ou même des principes géométriques avancés. Les bâtisseurs ne se contentaient pas d'empiler des pierres,
il créait un espace où la forme et la fonction s'entremêlaient. L'absence d'outils retrouvés sur place nourrit une question intrigante. Les instruments employés étaient-ils en matériaux périssables, aujourd'hui disparus, ou bien furent-ils emportés après usage, peut-être conservés comme des objets sacrés? Dans certaines cultures, les outils ayant servi à édifier un lieu rituel étaient ensuite détruits ou enterrés loin du site, afin de préserver leur pouvoir symbolique. Si Gunung Padang était un lieu sacré, il est possible que ses constructeurs aient suivi des pratiques similaires, effaçant volontairement les traces de leur travail pour que seule l'œuvre demeure. Le lien entre ces mains ancestrales et la nature environnante devait être profond. Travailler le basalte, c'est dialoguer avec la montagne. On choisit les blocs non seulement pour leur taille ou leur forme, mais aussi pour leur densité, leur résonance, leur teinte. Certains chercheurs ont remarqué que certaines pierres, une fois frappées, émettent un son clair, presque musical. Ce détail pourrait indiquer que la construction tenait compte de qualités acoustiques, peut-être utilisées dans des rituels. Dans ce cas, les mains qui façonnaient la pierre le faisaient en pensant aussi au son qu'elle produirait. Il est tentant d'imaginer la scène. Un groupe rassemblé au lever du soleil, les blocs déjà en place résonnant comme des tambours profonds sous les coups d'outils, les voix se mêlant au martèlement, le tout créant un rythme qui liait les hommes entre eux et à leur œuvre. Dans ce geste collectif, il y avait sans doute autant de technique que de spiritualité, car dans de nombreuses cultures anciennes, bâtir était un acte sacré, un dialogue entre l'humain et le monde. Ces mains ancestrales étaient aussi des mains de mémoire. Elles répétaient des gestes appris, perfectionnés au fil du temps. Peut-être qu'un ancien montrait à un plus jeune comment frapper la pierre, comment sentir dans la vibration si l'angle était juste, comment lire dans les fissures naturelles le chemin à suivre. Ainsi, le savoir ne se transmettait pas par l'écriture, mais par le corps, par le geste répété jusqu'à devenir instinctif. Ce type de transmission est fragile, il suffit qu'une génération rompe la chaîne pour que la technique disparaisse. Gunung Padang pourrait bien être l'ultime témoignage de ce savoir perdu. La disposition des blocs, en particulier dans les couches profondes, révèle un sens aigu de l'équilibre et de la stabilité. Les bâtisseurs savaient que pour durer, une structure devait se fondre dans le paysage, épouser ses forces plutôt que les combattre. Les terrasses Toram de Gunung Padang semblent suivre la pente naturelle, renforçant ces lignes plutôt que de les effacer. Cette intégration dans la topographie n'est pas le signe d'un manque d'ambition, mais d'une intelligence pratique. Le monument devenait ainsi plus résistant au séisme et au glissement de terrain. On retrouve dans cette approche une philosophie ancienne. Bâtir en harmonie avec la terre, non contre elle. Les mains qui œuvraient ici n'avaient même pas besoin de dominer la nature. Elles savaient l'écouter. Cette attitude se reflète dans les choix de matériaux, dans l'orientation des terrasses, dans la façon dont les marches semblent guider le corps et le regard vers des points précis du ciel ou de l'horizon. Pourtant, malgré cette harmonie apparente, la construction de Gunung Padang a dû représenter un effort considérable. Chaque bloc déplacé, chaque terrasse aménagée, chaque alignement calculé était une victoire sur le temps et la fatigue. Les mains qui faisaient en cela portaient les callosités et les blessures du travail, mais elles portèrent aussi, sans doute, la fierté de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, car une œuvre de cette ampleur dépasse toujours l'individu. Elle appartient à la communauté, à la mémoire collective. Ces bâtisseurs ont disparu depuis des millénaires, mais leur présence reste palpable. On la ressent dans la régularité d'un joint, dans la précision d'un angle, dans l'équilibre silencieux d'une terrasse. Leurs mains sont absentes, mais leurs gestes sont encore là, figés dans la pierre comme dans un instant suspendu. C'est peut-être cela, la véritable immortalité. Non pas survivre en chair et en os, mais laisser derrière soi un acte qui continue de parler, longtemps après que la voix s'est éteinte. Et à Gunung Padang, chaque pierre semble encore porter l'empreinte invisible de ses mains ancestrales, comme si elles attendaient que nous sachions à nouveau les lire. À première vue, Gunung Padang semble être un chaos organisé. Blocs de basalte alignés en terrasses irrégulières, escaliers abrupts, pierres dressées solitaires comme des sentinelles muettes. Pourtant, à mesure que l'on observe, un ordre subtil apparaît. Les lignes suivent dans des directions précises, les surfaces planes s'ouvrent sur des perspectives calculées et l'ensemble, bien que partiellement ruiné, révèle la trace d'un dessin initial. Cette architecture n'est pas seulement ancienne, elle laisse le vestige d'une pensée qui a traversé les millénaires pour parvenir jusqu'à nous, silencieuse mais tenace.
Le cœur visible du site est composé de 5 grandes terrasses qui s'élèvent l'une au-dessus de l'autre, reliées par des escaliers de pierre. Ces marches, usées par le temps, conservent une largeur et une hauteur relativement constantes, comme si les bâtisseurs avaient appliqué un module de mesure précis. Les terrasses elles-mêmes sont délimitées par des murs de blocs soigneusement disposés, parfois inclinés vers l'intérieur pour mieux résister à la pression du sol. L'ensemble donne l'impression d'un amphithéâtre naturel, mais construit avec une intention humaine. En plan, les terrasses semblent s'emboîter, chacune légèrement décalée par rapport à la précédente, créant un rythme visuel qui attire le regard vers le sommet. Cette disposition pourrait avoir une fonction symbolique, guidant l'ascension physique et spirituelle de ceux qui empruntaient ce chemin. Le mouvement vers le haut, accentué par les marches, se double peut-être d'un alignement céleste. Certaines lignes convergent vers des points où le soleil se lève ou se couche lors de dates particulières de l'année. Sous cette structure visible, les relevés géophysiques ont révélé une architecture enfouie encore plus vaste. Des couches de pierre organisées en motifs réguliers se prolongent bien au-delà de la surface accessible. Ces niveaux souterrains semblent respecter les mêmes principes d'alignement que les terrasses supérieures, comme si l'ensemble avait été conçu d'un seul tenant, puis recouvert progressivement par les dépôts du temps. Ce qui est frappant, c'est la continuité de la logique architecturale entre les parties visibles et celles dissimulées. La précision des assemblages, surtout dans les couches profondes, suggère que les bâtisseurs maîtrisaient l'art de la maçonnerie sèche. Les blocs sont taillés de manière à s'ajuster parfaitement, sans mortier, utilisant la gravité et le poids pour assurer la stabilité. Cette technique, que l'on retrouve dans certaines architectures mégalithiques ailleurs dans le monde, confère à la structure une résistance exceptionnelle. Elle permet aux murs de se déformer légèrement lors des secousses sismiques, évitant ainsi l'effondrement total. Certaines pierres, plus grandes que les autres, semblent jouer un rôle particulier. Placées à des points stratégiques, elles agissent comme des clés de voûte horizontales, maintenant l'ensemble sous tension. Leur forme et leur emplacement indiquent une compréhension intuitive des forces exercées par le poids des matériaux. Cette capacité à intégrer des principes d'ingénierie dans un contexte aussi ancien interroge. Comment ces bâtisseurs ont-ils acquis un savoir aussi avancé et comment l'ont-ils transmis ? Le choix du matériau est lui aussi révélateur. Le basalte, issu des coulées volcaniques de la région, est extrêmement résistant, mais aussi difficile à extraire et à façonner. Sa densité en fait un excellent support pour la construction, mais exige des outils et des techniques adaptées. L'emploi quasi exclusif de cette pierre suggère non seulement une disponibilité locale, mais aussi une volonté d'utiliser un matériau capable de traverser les âges. Peut-être que la longévité de l'œuvre faisait partie intégrante du projet architectural. En parcourant les terrasses, on remarque aussi la présence de pierres dressées isolées, parfois regroupées par 2 ou 3, formant des ensembles distincts. Leur disposition ne semble pas aléatoire. Elle pourrait marquer des points de repère, des directions précises ou servir de support à des rituels oubliés. Certaines sont alignées avec des lignes de vue qui relient en différents points du site, comme si elles faisaient partie d'un système de communication visuelle à l'intérieur du monument. Les escaliers qui relient les terrasses varient dans leur orientation. Certains montent droit vers le sommet, d'autres adoptent un tracé oblique, obligeant à changer de direction en cours d'ascension. Cette alternance pourrait avoir une fonction pratique, répartissant le flux des visiteurs ou des participants à des cérémonies, mais elle pourrait aussi répondre à une logique symbolique. Le chemin vers le haut n'est pas toujours direct, il impose des détours, des pauses, des changements de perspective. Les études topographiques ont montré que les terrasses s'intègrent parfaitement à la pente naturelle de la colline. Plutôt que de niveler massivement le terrain, les bâtisseurs ont adapté leurs plans aux courbes existantes, tirant parti des points les plus stables. Cette approche témoigne d'une connaissance fine du comportement du sol et des contraintes géologiques locales. C'est une architecture en dialogue avec le paysage, qui le renforce au lieu de le contraindre. L'aspect le plus fascinant de cette architecture est peut-être sa superposition de temporalité. Les couches les plus anciennes, profondément enfouies, sont d'une régularité presque parfaite. Les couches intermédiaires montrent une légère perte de précision, comme si les bâtisseurs ultérieurs imitaient un modèle ancien sans en comprendre tous les principes. Enfin, la surface visible, celle qui a résisté au siècle récent, mêle restauration et réemploi de pierres plus anciennes, donnant un aspect composite à l'ensemble. Ce phénomène, la reproduction imparfaite d'un savoir ancien, est connu dans l'histoire des civilisations.
Lorsqu'un savoir-faire ne se transmet plus de manière complète, il se fige dans la tradition, répété sans être pleinement compris. À Gunung Padang, cette dégradation progressive pourrait indiquer que la connaissance originale venait d'une époque et d'un peuple différents, et que les générations suivantes ont simplement entretenu le monument, le modifiant pour leurs propres besoins. Les alignements astronomiques, bien que difficiles à confirmer sans relevé précis à grande échelle, ajoutent une dimension supplémentaire à cette architecture oubliée. Certains chercheurs pensent que les terrasses et les pierres dressées pourraient non former un dispositif d'observation du ciel, marquant des positions clés du Soleil, de la Lune ou d'étoiles particulières. Si tel était le cas, l'architecture de Gunung Padang serait aussi un calendrier monumental, ancré dans la pierre, destiné à traverser les cycles des saisons et des années. Il est également possible que cette architecture ait servi à canaliser des flux invisibles, qu'ils soient symboliques ou liés à des phénomènes naturels comme l'eau ou les vibrations sismiques. Certains blocs disposés en série pourraient en fonctionner comme des conduits ou des drains protégeant les terrasses de l'érosion. Dans ce cas, l'esthétique et la technique se confondraient, chaque élément remplissant à la fois une fonction pratique et une fonction rituelle. Marcher sur Gunung Padang, c'est avancer dans un espace où chaque pierre semble avoir sa place et son rôle, même lorsque sa fonction nous échappe. On sent que l'on pénètre dans une œuvre qui a été pensée dans sa globalité, où le sommet, les terrasses et le sous-sol ne forment qu'un seul et même organisme. Cette cohérence, malgré les siècles et les transformations, est la signature d'une vision architecturale profonde, née d'un rapport particulier entre l'homme et la terre. L'architecture de Gunung Padang ne parle pas seulement de murs et d'escaliers. Elle parle de temps, de mémoire, d'adaptation. Elle raconte comment une idée peut survivre en changeant de forme, comment un savoir peut se transmettre même lorsque ses origines se perdent dans l'ombre des millénaires. C'est une architecture oubliée, mais non effacée, une présence qui persiste malgré l'effritement de la mémoire humaine. Sous les terrasses visibles de Gunung Padang, le sol se déploie comme un second monument, invisible à l'œil nu mais pourtant bien présent. Ce monde souterrain ne se dévoile pas au regard. Il se laisse deviner par des échos, des signaux, des anomalies inscrites dans la matière. Les chercheurs ne l'ont pas découvert en creusant à main nue, mais en écoutant la Terre avec des instruments capables de traduire son langage discret. Ce qu'ils ont révélé est un réseau de structures, de vides et de motifs réguliers enfouis depuis des millénaires sous des couches de pierre et de terre. Le radar à pénétration de sol fut l'un des premiers outils utilisés pour sonder la colline. Ces impulsions traversent le sol, rebondissent sur les interfaces entre matériaux différents et reviennent vers la surface avec un léger retard. De ces allers-retours naissent des images, semblables à des ombres translucides, où apparaissent des formes géométriques que la nature ne produit pas aisément. Sous Gunung Padang, ces images ont montré des alignements de blocs enfouis, des murs réguliers et même ce qui pourrait être des chambres ou des corridors. Ces révélations furent confirmées par la tomographie électrique qui mesure la résistance du sol au passage d'un courant. Les zones vides, comme les cavités, réagissent différemment des zones compactes. Les relevés ont mis en évidence des volumes creux à plusieurs dizaines de mètres sous la surface, disposés de façon ordonnée, presque symétrique. Ce ne sont pas de simples poches naturelles. Certaines ont des parois droites, d'autres sont reliées par des passages étroits. Leur forme suggère une intention, un plan conçu et exécuté avec soin. Les cartes obtenues ne sont pas parfaites. Elles ressemblent à des fragments de rêve où certains contours sont nets tandis que d'autres se dissolvent dans le bruit des données. Mais elles suffisent à établir que Gunung Padang est plus qu'une structure en surface. C'est un empilement de constructions, une superposition de volumes qui s'enfonce profondément dans la colline. Chaque couche semble raconter un chapitre différent, et plus on descend, plus le chapitre devient ancien. Certaines zones souterraines semblent construites avec la même technique de maçonnerie sèche que les terrasses supérieures, blocs de basalte ajustés avec précision, joints serrés, angles réguliers. Dans d'autres, les blocs sont plus massifs, moins nombreux, comme si la construction avait privilégié la solidité brute à la finesse des assemblages. Peut-être que ces variations traduisent une différence de fonction. Salle cérémonielle, zone de stockage, passage technique, ou encore structure conçue pour renforcer la stabilité de l'ensemble. L'existence de ces espaces pose de nombreuses questions.
Ont-ils été creusés dans la colline préexistante, ou bien la colline elle-même a-t-elle été façonnée pour les contenir ? Dans certaines cultures mégalithiques, on érigeait des tumulus artificiels pour recouvrir des chambres funéraires ou des sanctuaires. Gunung Padang pourrait être une version monumentale et complexe de ce principe, où la masse de la colline protège un réseau souterrain élaboré. Si tel est le cas, la construction aurait nécessité un travail colossal, bien au-delà de ce que l'on attribue habituellement aux sociétés préhistoriques. Les relevés magnétiques, eux aussi, ont apporté leur lot d'énigmes. Le basalte, riche en minéraux ferromagnétiques, conserve l'empreinte du champ magnétique terrestre au moment de sa formation. Certaines pierres de Gunung Padang semblent avoir été déplacées ou chauffées après leur solidification, ce qui a modifié leur signature magnétique. Cette observation pourrait indiquer l'utilisation du feu pour fracturer ou ajuster les blocs lors de la construction, mais elle pourrait aussi révéler un savoir plus profond sur les propriétés de la pierre et leur influence sur l'environnement. Les cartes souterraines montrent également des zones d'anomalies thermiques. Des sondes mesurent enfin des différences de température entre certaines cavités et le sol environnant. Ces variations pourraient être dues à la circulation d'air par des conduits invisibles ou à la présence d'eau en profondeur. Si de l'eau circule encore dans ces structures, cela pourrait expliquer en partie leur état de conservation. L'humidité contrôlée par un système de drainage aurait limité l'érosion interne. La cartographie invisible de Gunung Padang ne se limite pas à un exercice technique. Elle est une fenêtre ouverte sur une architecture que nous ne pouvons pas toucher, une forme d'archéologie à distance. Elle oblige à imaginer les volumes, à reconstruire mentalement des espaces que personne n'a traversés depuis des millénaires. Dans cette projection mentale, les cavités deviennent des salles d'assemblée, les corridors des chemins rituels et les murs enfouis des témoins silencieux d'une activité disparue. Ce qui trouble le plus, c'est l'alignement entre certaines structures souterraines et des éléments visibles en surface, comme si le plan du monument avait été pensé en 3 dimensions, intégrant le sous-sol et l'extérieur dans une même conception. Par exemple, certains escaliers semblent correspondre à des axes reliant des chambres profondes à des points précis du sommet. Cette cohérence suggère une maîtrise de la planification à grande échelle, une compréhension du site dans sa totalité. Pourtant, malgré les avancées des techniques d'imagerie, beaucoup restent incertains. Les instruments peuvent indiquer la présence d'une cavité, mais non sa fonction. Ils peuvent révéler un alignement de blocs pénétrants, mais non dire pourquoi il a été construit. Seule une exploration physique pourrait répondre à ces questions, mais elle est effrénée par la crainte d'endommager un site fragile et par la complexité logistique des fouilles profondes. Ainsi, l'invisible reste protégé, mais aussi frustrant, comme une énigme que l'on voit mais que l'on ne peut résoudre. Les rares sondages directs effectués dans certaines zones ont confirmé que les anomalies géophysiques correspondent bien à des structures artificielles. On y a trouvé des blocs taillés posés sur des sols préparés, parfois associés à de minces couches de matière organique, vestiges de la vie qui animait autrefois ces espaces. Ces découvertes renforcent l'idée que la colline est un monument construit par étapes, chaque couche recouvrant et protégeant la précédente. La cartographie de l'invisible révèle aussi la possibilité que certaines zones soient encore intactes depuis leur création. Si elles n'ont jamais été perturbées, elles pourraient contenir des artefacts préservés dans leur contexte d'origine, outils, objets rituels, restes humains ou animaux. Un tel trésor d'informations pourrait bouleverser notre compréhension non seulement de Gunung Padang, mais aussi des capacités des sociétés qui l'ont bâti. Dans la lumière abstraite des relevés, les volumes enfouis apparaissent donc comme des fantômes de pierre figés dans l'obscurité. Chaque contour, chaque ligne détectée par les instruments est une promesse, celle d'un espace où le temps s'est arrêté, attendant que quelqu'un vienne à nouveau le parcourir. Mais peut-être que le vrai rôle de cette architecture souterraine est de rester caché, de préserver un secret que même nos technologies modernes ne devraient approcher qu'avec respect. En traçant les cartes de cet invisible, nous tissons un lien fragile entre 2 mondes. Celui que nous foulons, tangible et partiellement connu, et celui qui s'étend sous nos pieds, intact et énigmatique. Gunung Padang ne se résume pas à ce que l'on voit. Il est un palimpseste de volumes et d'intentions, superposés au fil des millénaires. Et chaque ligne dessinée sur ces cartes nous rappelle que la plus grande partie de son histoire dort encore sous la surface, dans ce royaume obscur où la pierre et le temps conversent à voix basse. Il existe à Gunung Padang un langage que personne n'a jamais entendu,
mais que l'on peut encore percevoir si l'on accepte de lire avec les yeux du temps. Ce langage ne se déploie pas en mots, mais en forme, en lignes, en orientation. Les pierres parlent dans leur agencement, dans les marques gravées à leur surface, dans les motifs qui se répètent d'une terrasse à l'autre. C'est une parole minérale, ancienne au point d'avoir perdu ses traducteurs. Certaines pierres de Gunung Padang portent des traces visibles à peine. Ce sont de fines incisions, parfois droites, parfois sépaques, parfois courbes, parfois enchevêtrées. Elles ne forment pas d'écriture connue, mais leur régularité suggère un geste intentionnel. Ces marques pourraient être des repères de construction, des symboles rituels, ou les vestiges d'un système graphique oublié. Dans les recoins où la mousse n'a pas encore recouvert la roche, on distingue des alignements de petites cupules creusées à la surface. Leur taille est uniforme, leur disposition rarement aléatoire. Dans d'autres sites mégalithiques, à travers le monde, de telles cupules sont associées à des cartes stellaires, à des indications de routes ou à des représentations abstraites de concepts cosmogoniques. Le basalte, matériau dominant ici, est une pierre dure, mais lorsqu'elle est fraîchement extraite, elle se prête à des incisions nettes. Avec le temps, ces gravures s'adoucissent, comme si la pierre reprenait lentement sa surface initiale. C'est peut-être cette érosion subtile qui rend aujourd'hui les signes si difficiles à lire. Pourtant, à certains endroits, des formes plus profondes résistent. On y voit des angles précis, des spirales, des chevrons. Rien ne prouve qu'ils aient une signification codée, mais leur répétition à travers le site laisse penser qu'ils n'étaient pas purement décoratifs. Au-delà des marques visibles, c'est la disposition même des pierres qui composent la grammaire silencieuse du lieu. Les terrasses ne sont pas seulement des plateformes, elles s'articulent entre elles selon des rapports précis de largeur et de hauteur, presque comme les vers d'un poème respectant une métrique stricte. Les escaliers suivent dans des inclinaisons constantes, interrompues à intervalles réguliers par des paliers qui pourraient en correspondre à des points d'arrêt délibérés, peut-être pour des rites, peut-être pour marquer un cycle ou un événement. Les alignements astronomiques évoqués par certains chercheurs font partie de cette langue. On a relevé des correspondances qu'on ne sait possible entre certaines pierres dressées et les positions du Soleil au solstice et équinoxe. Ces points de visée, s'ils sont intentionnels, transforment le monument en un instrument d'observation du ciel, un calendrier gravé dans la pierre. Dans ce cas, la langue des roches serait aussi la langue du temps, un moyen de transmettre aux générations futures le rythme des saisons et des astres. Il faut aussi considérer les sons que produit la pierre. Plusieurs blocs, lorsqu'on les frappe, émettent une résonance claire, presque métallique. Ce phénomène, observé dans d'autres cultures anciennes, a parfois été exploité pour créer des espaces sonores particuliers lors de cérémonies. Si tel était le cas ici, alors la langue des roches ne se limiterait pas à une syntaxe visuelle. Elle inclurait aussi une dimension acoustique, un langage qui se déploie dans l'air avant de se dissiper. Les surfaces polies pourraient avoir été choisies ou façonnées pour amplifier certaines fréquences, créant une vibration ressentie autant qu'entendue. Les motifs géométriques trouvés sur certaines pierres rappellent, de manière troublante, des symboles observés à des milliers de kilomètres dans des contextes archéologiques totalement différents. Spirales, quadrillages, lignes parallèles. Ces formes élémentaires sont universelles, mais leur répétition dans un cadre monumental suggère un usage structuré. Elles pourraient exprimer des notions partagées à grande échelle à travers le monde ancien, comme si les hommes de ces époques, séparés par des océans, avaient trouvé des manières similaires de représenter l'ordre du monde. Les marques d'outils elles-mêmes font partie de ce langage. Leur orientation, leur profondeur, leur régularité disent donc quelque chose du geste, de la technique et donc de la culture qui les a produites. Un outil en pierre laissait des stries différentes d'un outil en métal. Une frappe lente ne marquait pas la pierre comme une frappe rapide. Ces nuances permettent parfois de distinguer plusieurs phases de travail et donc de détecter les interventions de générations différentes sur un même bloc. Ainsi, une même pierre peut porter la signature invisible de mains, séparées par des siècles, voire des millénaires. Les zones d'absence de marque sont tout aussi significatives. Sur certaines pierres, des surfaces entières sont laissées brutes, tandis que d'autres sont soigneusement polies. Cette alternance pourrait refléter une hiérarchie symbolique. Certaines parties de la structure méritaient sûrement d'être façonnées avec précision, d'autres devaient en rester dans leur état naturel, peut-être pour préserver un lien avec la forme originelle de la roche. Ici encore,
La pierre devient un texte où le vide et le plein, le lisse et le rugueux se répondent. Il est possible que cette langue ait été comprise par peu de personnes à l'époque de sa création. Dans certaines sociétés traditionnelles, les codes gravés dans la pierre ne sont accessibles qu'aux initiés, tandis que les formes plus générales servent de repères visuels pour l'ensemble de la communauté. Cette distinction entre langage public et langage secret pourrait expliquer pourquoi certaines marques sont évidentes et répétitives, tandis que d'autres sont discrètes, presque dissimulées. La disposition des blocs dans les couches souterraines semble obéir à d'autres règles encore. Là où la surface montre une organisation ouverte, le sous-sol présente parfois des motifs fermés, comme si l'espace invisible devait répondre à une logique intérieure différente. Des murs s'alignent en cercle, des blocs massifs délimitent des volumes cubiques ou rectangulaires. Ces formes ne sont pas simplement fonctionnelles, elles traduisent une conception géométrique qui dépasse le besoin pratique de soutenir ou de contenir. Dans cette langue silencieuse, chaque pierre est un mot, chaque alignement une phrase, chaque terrasse un paragraphe. Mais nous lisons ce texte comme une langue morte dont il nous manquerait le dictionnaire. Nous en reconnaissons la structure, nous pressentons qu'elle exprime quelque chose d'important, mais nous ne pouvons qu'en deviner le sens. Cette situation crée un vertige. Savoir que nous sommes face à un message transmis à travers des dizaines de millénaires et constater notre incapacité à le déchiffrer pleinement. Certains chercheurs inspirés par l'archéologie expérimentale tentent de reproduire les marques observées pour comprendre comment elles ont été faites. Ils frappent le basalte avec différents types de percuteurs, chauffent et refroidissent des blocs, polissent des surfaces à l'aide de sable et d'eau. Ces expériences montrent qu'il est scellé possible de recréer certaines formes, mais elles rappellent aussi que la répétition précise de motifs sur un grand nombre de pierres exigeait une discipline collective et un savoir-faire transmis de manière stable. La langue des roches ne se limite pas au site lui-même, elle dialogue avec le paysage. Les orientations, les ouvertures, les alignements visent parfois des montagnes lointaines, des vallées particulières ou des points où le ciel change de teinte à certaines saisons. La pierre devient ainsi un intermédiaire entre l'homme et le monde, une façon de fixer dans la matière des relations immatérielles. Ce lien élargit la portée du monument. Il n'est pas seulement un lieu, il est un point d'ancrage dans un réseau plus vaste d'observation et de signification. Le mystère réside dans le fait que cette langue, bien qu'oubliée, continue de produire un effet. Même sans en comprendre les mots, celui qui se tient au milieu des terrasses, entouré de pierres dressées, ressent quelque chose, un ordre subtil, une intention qui dépasse la simple utilité, une beauté qui semble répondre à une logique ancienne. C'est peut-être là la véritable puissance de la langue des roches. Elle agit encore, même privée de ses traducteurs, comme une voix lointaine qui traverse le temps et qui, par son simple murmure, nous rappelle que nous ne sommes pas les premiers à chercher à inscrire nos pensées dans la matière. Avant que l'écriture ne fige les récits dans l'argile ou sur la peau des parchemins, avant que les cartes ne tracent des contours précis du monde, certains savoirs se transmettaient dans le secret des gestes et dans la mémoire des pierres. Gunung Padang, par sa structure et son ancienneté présumée, semble être l'un de ces lieux où un savoir ancien, aujourd'hui éteint, a trouvé à s'exprimer. Non pas un savoir fragmentaire et empirique, mais une somme de connaissances brotutiens qui suppose observation, planification et maîtrise technique. Les bâtisseurs de Gunung Padang connaissaient leur matière. Ils savaient extraire le basalte sans le réduire en éclats inutiles, choisir les blocs les plus adaptés et leur donner des formes qui s'emboîtaient avec précision. Les études géologiques montrent que certaines pierres ont été transportées depuis des affleurements situés à plusieurs kilomètres du site. Les pentes abruptes, la densité de la jungle et la dureté du terrain auraient rendu cette tâche difficile même pour des équipes modernes. Pourtant, ces blocs se trouvent là, intégrés avec soin dans l'édifice. Le transport a pu se faire par des traîneaux en bois, sur des rondins ou des lyres de fibres végétales, mais l'absence de traces directes laisse cette question ouverte. Il est aussi possible que l'eau, par des canaux temporaires ou en saison de crue, ait servi à déplacer la pierre sur une partie du trajet. La taille du basalte exige une connaissance fine des fractures naturelles de la roche. Les bâtisseurs pouvaient exploiter ces lignes de faiblesse pour détacher de grands blocs en minimisant l'effort. Cette méthode suppose une expérience accumulée, transmise peut-être de maître à apprenti, génération après génération. On imagine ces hommes observant les reflets de la lumière sur une surface, tapotant la pierre pour écouter la résonance, puis choisissant l'endroit précis où frapper. Ce n'était pas seulement de la force physique, c'était un dialogue patient avec la matière.
mais les savoirs à l'œuvre dépassaient la simple manipulation de la pierre. L'agencement de Gunung Padang révèle une compréhension des contraintes structurelles. Les terrasses suivent la pente naturelle, ce qui réduit la pression latérale sur les murs et augmente leur stabilité. Les blocs sont disposés de façon à se verrouiller mutuellement, rendant la structure plus résistante aux secousses sismiques fréquentes dans cette région volcanique. Cette maîtrise de l'adaptation au terrain et aux risques naturels montre une intelligence constructive qui n'a rien d'archaïque. Certains indices laissent penser que les bâtisseurs maîtrisaient également des connaissances liées au cycle naturel. Les alignements possibles avec les positions du Soleil et de la Lune, ainsi que la disposition de certaines pierres dressées, évoquent une fonction d'observatoire ou de calendrier. Une telle précision implique des décennies d'observation, la capacité à prédire des événements saisonniers et la volonté d'inscrire ces repères dans un monument durable. La pierre devenait ainsi non seulement un matériau, mais un outil pour dialoguer avec le temps. Les techniques d'assemblage des blocs, sans mortier, reposaient sur un ajustement millimétrique. Dans certains cas, les interstices sont si fins qu'une lame de couteau ne pourrait s'y glisser. Ce type de maçonnerie, que l'on retrouve dans des sites lointains comme Sacsayhuaman au Pérou, exige une taille précise et un placement soigneux, souvent en ajustant la pierre directement sur place. Une telle précision, répétée sur des centaines de blocs, suppose une organisation collective rigoureuse, où chaque artisan savait exactement quelle tâche accomplir et dans quel ordre. On peut se demander d'où venait ce savoir. Était-il né sur place par une accumulation progressive d'expériences ou bien importé d'ailleurs, transmis par des voyageurs, des échanges ou des migrations anciennes ? L'absence de sites similaires dans la région pour la même période pourrait indiquer une origine extérieure, ou bien le caractère unique du projet de Gunung Padang. Si l'on admet l'hypothèse d'un âge de 20 000 ans ou plus, cela signifie que ces bâtisseurs œuvraient dans un monde radicalement différent, où les terres de haut et les mers n'avaient pas encore leur configuration actuelle. Les contacts possibles entre régions étaient peut-être plus fréquents qu'on ne l'imagine. L'organisation nécessaire pour construire un tel monument implique aussi une structure sociale. On ne déplace pas des centaines de tonnes de basalte sans une coordination, un partage des tâches et probablement une hiérarchie. Quelqu'un devait concevoir le plan, d'autres extraire la pierre, d'autres encore la transporter et la poser. Certains devaient assurer la subsistance des travailleurs, fournir nourriture et abri. Un tel effort collectif suggère que le projet avait une signification assez forte pour mobiliser toute une communauté, voire plusieurs, sur de longues périodes. Il est impossible que ce savoir ne se soit pas limité à la construction. Les bâtisseurs pouvaient aussi maîtriser des techniques de gestion de l'eau, de drainage ou de préservation des structures. Les relevés géophysiques indiquent la présence possible de conduits ou de canaux souterrains, destinés à contrôler l'humidité et à éviter l'érosion interne. Une telle anticipation témoigne d'une vision à long terme. Construire pour durer, résister aux pluies tropicales, aux glissements de terrain et aux tremblements de terre. La question des outils reste l'une des plus mystérieuses. Aucun instrument complet n'a été découvert, mais certaines marques sur la pierre correspondent à l'usage d'outils en pierre plus dure, comme la diorite, ou peut-être de pièces métalliques primitives, bien que cette dernière hypothèse soit controversée pour une période aussi ancienne. Si des métaux étaient utilisés, ils auraient pu être rares, recyclés et conservés comme des biens précieux, ce qui expliquerait leur absence dans les fouilles. Il est aussi envisageable que les bâtisseurs aiment exploiter des techniques mixtes, combiner le travail direct de la pierre avec l'action du feu et de l'eau. Chauffer un bloc puis le refroidir brutalement à l'eau peut provoquer des fissures contrôlées, facilitant la découpe. Cette méthode, attestée dans certaines cultures anciennes, pourrait expliquer certaines cassures nettes observées sur le site. Mais sans preuve matérielle, cela reste une hypothèse. L'hypothèse la plus audacieuse, avancée par quelques chercheurs en marge, est que ces bâtisseurs possédaient une connaissance empirique des vibrations et de la résonance. Les propriétés acoustiques de certaines pierres pourraient avoir été exploitées non seulement pour des rituels sonores, mais aussi pour faciliter le déplacement des blocs, en utilisant des rythmes ou des vibrations pour réduire le frottement. Bien que cette idée ne soit pas acceptée par la majorité des archéologues, elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste de spéculations sur des savoirs oubliés où la frontière entre technique et rituel était poreuse. Ce qui est certain,
c'est que ce savoir, qu'il soit local ou hérité d'ailleurs, ne nous est parvenu qu'à travers les pierres. Il n'a laissé ni tablette, ni inscription explicite, ni objet clairement identifiable. Cela signifie que la transmission était orale et pratique, inscrite dans la mémoire des artisans et des maîtres bâtisseurs. Cette forme de savoir est fragile. Elle peut disparaître en une génération si les conditions sociales ou environnementales changent brutalement. Gunung Padang pourrait être le vestige ultime d'une tradition qui, une fois interrompue, n'a jamais été reprise. Dans cette perspective, le monument est aussi un message silencieux. Il dit que même dans un monde que nous imaginons primitif, certains hommes savaient organiser, calculer, anticiper et bâtir pour l'éternité. Il nous rappelle que l'histoire écrite n'est qu'une partie de l'histoire humaine et que d'immenses chapitres demeurent invisibles, inscrits non dans les livres mais dans la pierre. Autour de Gunung Padang, les pierres ne sont pas seulement de la matière ancienne, elles sont des personnages. Les habitants des villages voisins les connaissent depuis toujours, non comme un simple site archéologique, mais comme un lieu habité par des récits qui se transmettent de bouche à oreille, d'une génération à l'autre. Ces histoires ne prétendent pas décrire des faits au sens historique du terme. Elles tissent un tissu de mémoire et de croyances où l'invisible a autant de place que le visible. Dans les contes locaux, on dit que la colline fut dressée en une seule nuit par un roi ou un géant, selon les versions. Ce personnage mythique aurait voulu ériger un palais ou un trône au sommet, mais l'aube l'aurait surpris avant qu'il ne termine son œuvre, figeant les pierres dans leur inachèvement. Ce type de récit, où un être surnaturel construit un monument en un temps prodigieusement court, se retrouve dans de nombreuses cultures. Il pourrait être une manière imagée de dire que la construction eut lieu dans un passé, si lointain qu'aucune mémoire humaine directe ne subsiste, laissant la place à l'hyperbole du mythe. D'autres histoires parlent de Gunung Padang comme d'un lieu sacré où les ancêtres venaient communier avec les esprits de la terre et du ciel. La montagne serait une porte, un seuil entre le monde visible et le monde des forces invisibles. Les pierres dressées seraient dans des gardiens et les terrasses en des paliers vers un espace réservé aux initiés. Ces récits ne donnent pas de date précise, mais ils insistent sur l'ancienneté du lieu et sur la continuité de son usage rituel, même lorsque la mémoire de sa construction s'était déjà effacée. Certains anciens racontent que la colline cache en son cœur des salles interdites, où sont conservés des objets sacrés ou des reliques venues d'un autre âge. Ces chambres, dit-on, ne doivent pas être ouvertes, car elles contiennent un pouvoir que l'humanité n'est pas prête à utiliser. De tels avertissements se retrouvent dans les traditions orales d'autres sites mégalithiques à travers le monde. Il y a toujours un espace central, inviolable, que l'on protège non seulement physiquement, mais par la crainte transmise de génération en génération. Les mythes locaux ne se contentent pas de parler des pierres. Ils évoquent aussi le paysage environnant. On raconte que certaines montagnes voisines sont liées à Gunung Padang par des chemins invisibles, que des alignements secrets relient le site à des points précis de l'horizon où se produisent dans ça des phénomènes célestes ou météorologiques. Dans cette vision, le monument ne serait pas un lieu isolé, mais un nœud dans un réseau plus vaste, une carte inscrite dans la géographie même. Pour l'archéologue, ces récits sont à la fois précieux et problématiques. Précieux parce qu'ils contiennent peut-être des fragments d'informations réelles, la mention de salles souterraines, la description de certaines dispositions, ou l'idée d'alignement peuvent correspondre à des éléments observables sur le site. Problématique parce que ces histoires ont été remodelées par des siècles d'interprétation, de symbolisme et d'ajouts imaginaires. La frontière entre souvenir et invention est floue, et c'est précisément là que réside leur force poétique. La mémoire orale a cette particularité de condenser le temps. Un même récit peut contenir des éléments vieux de plusieurs millénaires, transmis fidèlement, et d'autres inventés plus récemment pour combler les vides. Ainsi, le mythe peut servir de véhicule à une vérité ancienne, mais aussi d'écran qui la masque. Il faut donc l'écouter avec une attention particulière, en laissant ouverte la possibilité qu'une exagération apparente dissimule une observation réelle. Il est possible que certains de ces récits soient des échos lointains d'événements géologiques ou climatiques. L'histoire d'une construction interrompue par l'aube pourrait symboliser une œuvre interrompue par une catastrophe naturelle, comme une éruption ou un séisme. La mention d'objets sacrés enfouis pourrait provenir du souvenir d'un dépôt funéraire ou d'un trésor rituel oublié ou volontairement dissimulé. Les alignements invisibles pourraient être les vestiges d'un ancien système d'orientation ou de communication. Les mythes peuvent aussi préserver la mémoire d'anciennes migrations.
Dans certaines versions, les bâtisseurs de Gunung Padang ne seraient même pas originaires de la région, mais venus de terres lointaines, traversant mer et montagne pour atteindre ce lieu précis. Cette idée Mount Soliet, bien que difficile à prouver, résonne avec certaines hypothèses archéologiques qui envisagent des contacts anciens entre régions éloignées, même à des époques supposées pré-agricoles. Si c'était le cas, Gunung Padang pourrait être l'aboutissement d'un savoir importé, adapté ensuite au contexte local. Ce qui frappe en écoutant les récits des habitants, c'est la permanence de la dimension sacrée du site. Même sans comprendre son origine, même sans en connaître la fonction exacte, les communautés ont continué à le respecter, à y organiser des rituels, à interdire certaines actions. Cette continuité sur des siècles peut avoir contribué à la préservation partielle de la structure en limitant les altérations humaines. Les pierres, en tant qu'élément matériel, ont survécu grâce à la pierre immatérielle qu'est la mémoire collective. L'historien pourrait être tenté de séparer radicalement mythe et histoire, mais dans le cas de Gunung Padang, cette séparation est artificielle. Ici, le mythe est l'histoire. Il est ce qui a permis au site de traverser le temps, même lorsque plus personne ne savait qui l'avait construit ou pourquoi. Dans cette perspective, les récits ne sont pas des erreurs à corriger, mais des archives vivantes à interpréter. Il arrive que la mémoire orale et la recherche scientifique se rencontrent. Lors de certaines fouilles, des éléments mentionnés dans les légendes, comme l'existence de cavités ou la présence de grandes pierres dans de zones précises, se sont révélés exacts. Ces coïncidences ne prouvent pas que le mythe soit factuel, mais elles montrent qu'il peut servir de guide, orienter l'attention vers des zones que l'on n'aurait peut-être pas explorées autrement. Il faut aussi se souvenir que, pour les anciens, la frontière entre le monde concret et le monde spirituel n'était pas aussi nette qu'elle l'est devenue dans notre pensée moderne. Un monument pouvait être à la fois un outil pratique, un symbole cosmique et un espace rituel. Les mythes qui entourent de Gunung Padang peuvent donc refléter cette multiplicité de fonctions. La pierre est à la fois un mur, une montagne sacrée et un texte codé. Les légendes vivantes ne sont pas figées. Elles évoluent avec chaque conteur, se colorent des préoccupations de l'époque. Ainsi, certaines versions modernes ajoutent des allusions à des civilisations perdues ou à des connaissances technologiques disparues, influencées par les récits globaux sur l'Atlantide ou d'autres mondes engloutis. Ces ajouts ne doivent pas être confondus avec les noyaux plus anciens, mais ils montrent que le site continue de stimuler l'imagination, d'inspirer des visions qui dépassent son périmètre physique. Entre mythes et mémoire, Gunung Padang se tient comme un livre dont les pages seraient à moitié effacées, mais où l'encre restante forme encore des phrases. Les pierres parlent, mais leur langue est un mélange de faits et de songes. Et peut-être que c'est là, précisément, que réside sa vérité. Dans cette rencontre entre ce qui fut et ce que l'on croit avoir été, entre le souvenir et l'invention, entre la matière et le récit. Le temps à l'échelle humaine se mesure en saisons, en années, parfois en siècles. Mais à l'échelle de la Terre, il se compte en marées lentes et silencieuses, en cycles où continents et océans échangent leurs formes, où montagnes s'élèvent et s'effondrent, où le climat se tend et se détend, comme une respiration millénaire. Gunung Padang, figé dans sa pierre, a traversé plusieurs de ces respirations, et son histoire est inséparable des bouleversements qui ont façonné la région depuis des dizaines de milliers d'années. Lorsque l'on remonte le fil du temps jusqu'aux âges supposés les plus anciens du site, la configuration de Java et de l'Asie du Sud-Est était différente. La mer s'avançait moins loin dans les terres et certaines îles actuelles faisaient repartie d'un même bloc continental appelé Sunda. Ce vaste territoire reliait la Malaisie, Sumatra, Java et Bornéo, offrant des routes terrestres là où aujourd'hui il n'y a que de l'eau. Les hommes pouvaient donc voyager à pied sur des distances aujourd'hui impossibles sans navire. Les bâtisseurs potentiels de Gunung Padang évoluaient donc dans un monde plus vaste où les échanges pouvaient s'étendre sur des centaines de kilomètres sans franchir de mer profonde. Puis vinrent en fait les oscillations climatiques de la fin de la dernière glaciation. Les calottes glaciaires fondirent par phase et le niveau des océans monta, submergeant peu à peu les plaines basses. Ce processus ne fut pas linéaire. À des périodes de réchauffement succédèrent des retours au froid, provoquant des variations rapides du littoral. Des terres furent englouties, des communautés durent se déplacer, et certains sites côtiers disparurent à jamais sous les vagues.
Si Gunung Padang avait alors une fonction d'observatoire, de centre rituel ou de repère territorial, il a pu voir son rôle se transformer à mesure que le paysage environnant changeait. Mais les marées de la Terre ne concernent pas que la mer. Java est une île volcanique, assise sur la ceinture de feu du Pacifique. Ses entrailles sont parcourues de failles et de chambres magmatiques qui, par moments, libèrent dans leur énergie avec violence. Les dépôts de cendres et de ponces retrouvés sur et autour de Gunung Padang sont les témoins silencieux de ces colères anciennes. Parfois, une éruption recouvrait la région d'un manteau gris, ensevelissant les cultures, les villages et peut-être les parties basses du monument. La pierre patiente attendait sous cette couche, protégée et oubliée à la fois. Les séismes, eux aussi, ont joué leur rôle. Dans cette zone, la croûte terrestre est en mouvement constant. Les secousses déplacent souvent les blocs, fissurent dans les murs, déforment les terrasses. Pourtant, la structure de Gunung Padang a résisté mieux que bien d'autres. Sa conception, intégrée à la pente et utilisant la gravité à son avantage, lui a permis de survivre à des millénaires d'instabilité. Mais cette résistance n'est pas absolue. Chaque tremblement laisse une cicatrice, parfois imperceptible à l'œil nu, mais qui, accumulée au fil du temps, transforme lentement l'édifice. Les pluies tropicales, violentes et régulières, sculptent elles aussi la pierre. L'eau s'infiltre entre les blocs, entraîne le sol, nourrit les plantes dont les racines s'immiscent dans les moindres interstices. Ce processus, invisible au jour le jour, modifie la topographie sur des siècles. Les terrasses peuvent se tasser, les escaliers s'affaisser et certaines parties du site disparaître sous un manteau végétal. C'est ainsi que la colline a pu reprendre, aux yeux des générations récentes, l'apparence d'une forme naturelle, dissimulant l'œuvre humaine sous l'illusion de la nature. Il est possible que certains de ces bouleversements aient été suffisamment soudains pour marquer la mémoire orale. Un séisme majeur, une éruption, une inondation exceptionnelle peuvent devenir des jalons dans les récits des communautés. Si ces événements se sont produits pendant ou peu après la période d'activité du site, ils ont pu influencer la manière dont Gunung Padang a été perçu. De lieu sacré actif, il aurait pu devenir un espace interdit, dangereux, ou au contraire un refuge après la destruction alentour. Les variations du climat ont aussi modifié la végétation et la faune de la région. Des périodes plus sèches ont pu réduire la couverture forestière, exposant le monument et facilitant son entretien. A l'inverse, des phases plus humides ont favorisé la croissance rapide de la jungle, rendant l'accès difficile et accélérant l'ensevelissement sous les racines et les couches d'humus. Ces cycles pourraient expliquer pourquoi certaines phases de construction ou de restauration semblent espacées de plusieurs siècles. Peut-être le site était-il plus accessible à certaines époques qu'à d'autres. Les marées de la Terre ne se contentent pas de remodeler la surface, elles peuvent aussi transformer la perception des lieux. Une montagne qui se dresse au-dessus des plaines peut, avec l'élévation du niveau de la mer, devenir un promontoire dominant un paysage d'îles. Les alignements astronomiques peuvent perdre leur précision si des glissements ou des déformations modifient légèrement l'orientation des structures. Ce qui était jadis parfaitement aligné avec le lever d'une étoile peut aujourd'hui sembler décalé, non pas par erreur initiale mais à cause de la lente torsion du sol. Dans la mémoire longue de la planète, Gunung Padang n'est qu'un instant figé. Mais pour l'histoire humaine, il est un survivant. Peu de structures de cette ancienneté supposée ont échappé aux marées combinées de la géologie, du climat et du temps. Si le site est encore là, c'est peut-être grâce à cette interaction paradoxale. Les catastrophes qui l'ont recouvert l'ont aussi protégé, le plongeant dans une dormance qui a préservé ses formes. Il y a quelque chose de vertigineux à imaginer le monument tel qu'il pouvait être avant ces bouleversements. Peut-être se dressait-il au milieu d'une clairière, ouvert sur des horizons aujourd'hui invisibles. Peut-être ces terrasses offraient-elles une vue dégagée sur des chaînes de montagnes dont certaines ont disparu ou se sont effondrées. Peut-être encore que la mer alors de terres qui ne sont plus. Les marées hors de la terre rappellent aussi que Gunung Padang n'est pas immuable. Même aujourd'hui, il continue de changer, lentement, imperceptiblement. Les racines progressent, la pluie ronge, les séismes déplacent. Chaque visite, chaque étude, chaque photographie n'en saisit qu'un état transitoire. Le monument que nous observons aujourd'hui n'est pas exactement celui qu'ont connu ses bâtisseurs, ni même celui qu'ont vu les générations qui l'ont redécouvert. Il est la somme de milliers de petites transformations, comme une sculpture modelée par des mains invisibles. En contemplant les pierres de Gunung Padang,
on mesure que la véritable échelle de son histoire n'est pas seulement humaine, mais terrestre. Il appartient à un récit qui dépasse les civilisations, un récit où la mer avance et recule, où les montagnes naissent et s'effondrent, où la terre tremble et respire. Et c'est peut-être là que réside sa force, dans le fait d'être à la fois l'œuvre des hommes et l'enfant des marées profondes de la terre. Lorsque l'on évoque les débuts des civilisations, les images qui viennent à l'esprit sont souvent celles des vallées fertiles de la Mésopotamie, des rives du Nil ou des temples de pierre dressés sous le soleil méditerranéen. Ces lieux appartiennent à une chronologie que nous croyons bien connaître. L'agriculture apparaît, les villages se forment, puis viennent les cités, les États et avec eux les grands monuments. Gunung Padang, si ses datations les plus anciennes se confirment, se tient à l'écart de ce récit. Il se dresse comme une ombre projetée bien avant ses foyers connus, comme un murmure d'organisation humaine à une époque où, selon nos manuels, les hommes ne bâtissaient pas encore à cette échelle. Pour mesurer la singularité de Gunung Padang, il faut le comparer à d'autres sites énigmatiques qui semblent défier la chronologie conventionnelle. L'un des plus célèbres est Göbekli Tepe, en Anatolie, daté d'environ 11 500 ans. Là, des piliers massifs sculptés de motifs d'animaux forment des enceintes circulaires érigées par des communautés qui, selon la vision classique, n'avaient pas encore inventé l'agriculture. Göbekli Tepe a bouleversé la compréhension de la transition entre chasseurs-cueilleurs et bâtisseurs. Si Gunung Padang était réellement plus de 2 fois plus ancien, il faudrait alors repousser encore plus loin les origines de l'architecture monumentale. On pourrait aussi évoquer les alignements de Nabta Playa dans le désert nubien, où des cercles de pierre, vieux de plus de 6000 ans, semblent avoir servi à observer les mouvements du ciel. Ou encore les mystérieuses structures de Yonaguni, au large du Japon, dont la nature, naturelle ou façonnée, reste débattue, mais qui témoignent d'un savoir ancien de la pierre et de l'espace. Ces sites, bien que dispersés à travers le globe, partagent une caractéristique. Ils révèlent une capacité d'organisation et de planification inattendue pour leur époque supposée. Gunung Padang s'inscrit dans cette constellation d'énigmes, mais il se distingue par la profondeur de ses couches. Là où Göbekli Tepe est un site unique abandonné puis volontairement recouvert, Gunung Padang semble avoir été repris, modifié et entretenu à travers des millénaires, chaque génération ajoutant ou adaptant les structures précédentes. Cela crée une superposition de temporalité qui complique la lecture archéologique. Les traces des premières constructions sont partiellement masquées par celles qui ont suivi, et chaque couche raconte une version différente de l'histoire. Ce caractère stratifié évoque d'autres monuments qui ont traversé plusieurs cultures, comme les pyramides de Teotihuacan au Mexique, recouvertes et modifiées par des peuples successifs. Mais à la différence de ces exemples plus récents, l'écart temporel entre les phases de Gunung Padang pourrait se compter non pas en siècles, mais en millénaires. Cela signifie que le site aurait été important pour des sociétés radicalement différentes, séparées par des révolutions climatiques et technologiques. L'ombre des premières civilisations ne se projette pas seulement à travers l'architecture, mais aussi par les savoirs implicites qu'elle suppose. Construire un monument durable exige une vision qui dépasse la survie quotidienne. Il faut dégager du temps, organiser la main-d'œuvre, anticiper l'avenir. Cela implique un certain degré de stabilité sociale et de hiérarchie. Or, si ces conditions existaient à l'époque supposée des premières couches de Gunung Padang, cela bouleverse notre perception des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Peut-être n'étaient-elles pas aussi mobiles et éphémères que nous l'imaginons. Peut-être certaines avaient déjà trouvé des formes de semi-sédentarité, autour de lieux rituels ou symboliques. Il est aussi possible que ces sociétés aient développé des formes de mémoire collective qui ne passaient pas par l'écriture, mais par la pierre, l'oralité et le rituel. Dans ce cas, Gunung Padang serait à la fois un monument et une archive, une manière de fixer dans la matière les repères essentiels pour la communauté, cycle du temps, mythe fondateur, alliance et limites territoriales. Une telle fonction donnerait au site un rôle central, non seulement spirituel, mais aussi politique et social. Comparer Gunung Padang à d'autres sites anciens met aussi en lumière les différences culturelles dans l'usage de la pierre. Là où Göbekli Tepe exhibe des sculptures et des images figuratives, Gunung Padang semble privilégier l'agencement, la forme globale et peut-être des propriétés invisibles comme l'acoustique ou les alignements astronomiques. Cette sobriété apparente pourrait être le signe d'une esthétique différente ou bien le résultat de l'érosion et du temps qui auraient effacé des ornements autrefois présents.
mais elle pourrait aussi refléter une conception du monument comme espace fonctionnel et rituel, plutôt que comme support d'iconographie. L'hypothèse d'un réseau ancien reliant des sites comme Gunung Padang à d'autres lieux lointains reste spéculative, mais elle séduit par les perspectives qu'elle ouvre. Si des contacts existaient, même indirectement, cela impliquerait une transmission d'idées et de techniques sur de vastes distances, bien avant ce que l'histoire écrite atteste. Les océans et les terres alors différentes auraient mal pu faciliter ces échanges, en reliant des régions aujourd'hui séparées par des eaux profondes. L'ombre des premières civilisations plane aussi sur nos méthodes d'interprétation. En archéologie, les cadres chronologiques se sont construits sur des données limitées, puis consolidés par la répétition et le consensus. Lorsqu'un site comme Gunung Padang semble en décalage, il suscite à la fois fascination et résistance. Les datations les plus anciennes sont scrutées avec scepticisme, non seulement pour des raisons scientifiques, mais aussi parce qu'elles menacent l'édifice narratif qui structure notre compréhension du passé. Ainsi, l'étude de Gunung Padang devient un miroir. Il reflète autant nos certitudes que nos zones d'ombre. Si l'on accepte l'idée que Gunung Padang est l'œuvre d'une société bien antérieure aux premières civilisations connues, il faut alors se demander pourquoi elle a disparu sans laisser d'autres traces évidentes. Peut-être que ces bâtisseurs ont été balayés par un changement climatique brutal, une catastrophe géologique ou une crise interne. Peut-être aussi que leur héritage a été absorbé et transformé par d'autres peuples, au point de devenir méconnaissable. Dans cette hypothèse, l'ombre des premières civilisations n'est pas seulement une question d'ancienneté, mais aussi de fragilité. Même les sociétés capables de grandes œuvres peuvent disparaître presque entièrement, ne laissant qu'un monument isolé pour témoigner de leur passage. Le rapprochement avec d'autres énigmes archéologiques montre que Gunung Padang n'est pas un cas isolé, mais qu'il appartient à une série de lieux qui invitent à réévaluer l'histoire humaine. Ces sites d'Otwe sont comme des phares allumés dans une nuit très ancienne. Ils n'éclairent que leur propre cercle immédiat, mais ensemble, ils dessinent la possibilité d'un continent perdu dans la mémoire du monde. Ainsi, Gunung Padang pourrait être à la fois un témoin et une clé. Un témoin car il conserve les traces matérielles d'une capacité humaine que nous ne pensions pas présente à cette époque. Une clé car il pourrait aider à comprendre comment, dans des conditions que nous jugeons rudimentaires, des sociétés ont pu élaborer des projets collectifs complexes. Mais pour l'instant, il reste dans l'ombre, entouré de questions, comme s'il attendait que nous soyons prêts à voir ce qu'il a à nous dire. La science aime les certitudes, mais elle avance souvent dans l'incertitude. Les pierres de Gunung Padang, avec leur datation troublante et leur architecture énigmatique, se tiennent dans cet espace fragile où la curiosité côtoie la prudence. Chaque nouvelle donnée est un fragment qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine, mais chaque fragment doit être vérifié, confronté, répété, jusqu'à résister à toutes les épreuves du doute. Les premières analyses, qui ont suggéré un âge de plus de 23 000 ans pour certaines parties enfouies du site, ont provoqué une onde de choc bien au-delà de l'archéologie indonésienne. Si elles étaient exactes, elles déplaceraient pour la ligne de départ de l'architecture monumentale vers une époque où, selon le consensus établi, aucune société n'aurait pu entreprendre une telle œuvre. Les chercheurs impliqués ont présenté leurs résultats avec enthousiasme, mais aussi avec la conscience du risque. Dans ce domaine, une annonce spectaculaire attire l'attention autant qu'elle invite à la remise en question. Les critiques ne se sont pas fait attendre. Plusieurs archéologues et géologues ont rappelé que la datation au carbone 14 ne mesure pas directement l'âge de la pierre, mais celui des matières organiques piégées entre les blocs. Ainsi, un morceau de charbon vieux de 28 000 ans pourrait s'être glissé dans une fissure naturelle bien avant que les blocs ne soient disposés et tout soit disposé par l'homme. Ce scénario n'invalide pas nécessairement l'hypothèse d'une construction ancienne, mais il souligne la complexité d'interpréter les résultats. D'autres scientifiques insistent sur la nécessité de multiplier les méthodes. La thermoluminescence, l'Optically Stimulated Luminescence, OSL, et d'autres techniques peuvent aider à dater le moment où certains matériaux ont été chauffés ou exposés à la lumière pour la dernière fois. Dans le cas de Gunung Padang, quelques analyses de sommeil de ce type ont semblé confirmer l'ancienneté des couches profondes, mais le nombre d'échantillons reste trop limité pour établir une certitude absolue. Le débat ne porte pas seulement sur la chronologie, mais aussi sur la nature même du site. Certains y voient un monument construit de toutes pièces, couche après couche par des sociétés successives.
D'autres, plus sceptiques, suggèrent que Gunung Padang pourrait être en grande partie une formation naturelle de basalte en colonne, remodelée par l'homme pour créer terrasses et escaliers. Dans ce scénario, la colline aurait été un don de la nature, simplement aménagée par ses habitants. Les partisans de cette hypothèse s'appuient sur le fait que les coulées basaltiques peuvent former des structures étonnamment régulières, que l'œil humain pourrait facilement compléter par quelques interventions ciblées. Pour compliquer les choses, la recherche sur Gunung Padang se déroule dans un contexte où les moyens techniques, financiers et humains ne sont pas illimités. Les fouilles profondes sont coûteuses et longues, et elles comportent un risque de détériorer des structures qui ont survécu des millénaires sans intervention. Ainsi, les chercheurs doivent choisir entre la prudence, qui préserve le site mais laisse le mystère entier, et l'exploration, qui pourrait apporter des réponses au prix d'une altération irréversible. À cela s'ajoute la question de la communication. Dans le monde scientifique, une découverte ne devient solide qu'après avoir été publiée dans des revues spécialisées, relue par des pairs et confirmée par des études indépendantes. Les annonces prématurées ou relayées directement dans les médias peuvent susciter un engouement public, mais elles risquent aussi de décrédibiliser les chercheurs si les résultats ne tiennent pas à l'examen approfondi. Gunung Padang, avec ses implications potentielles pour la préhistoire mondiale, est particulièrement vulnérable à ce cycle d'enthousiasme et de scepticisme. Certaines voix mettent en garde contre une fascination qui pourrait détourner l'attention des autres aspects de Tsimdalm du site. En se concentrant uniquement sur la possibilité d'un âge record, on risque de négliger des informations précieuses sur les phases plus récentes, qui sont elles aussi importantes pour comprendre l'histoire culturelle de la région. Les couches superficielles témoignent d'une occupation et d'un usage prolongé, peut-être sur plusieurs millénaires, ce qui est déjà remarquable en soi. Dans cette hésitation, on retrouve la tension permanente entre deux approches. Celle qui veut intégrer Gunung Padang dans un cadre connu, quitte à en minimiser l'originalité, et celle qui accepte de remettre en question ce cadre pour expliquer le site dans toute sa singularité. Cette tension est saine, car elle oblige à examiner chaque hypothèse sous tous les angles, mais elle peut aussi ralentir la construction d'un consensus. Pendant ce temps, la colline continue de se taire, laissant aux chercheurs le soin de débattre au pied de ces pierres. Il existe aussi des divergences dans la manière d'aborder la question sur le terrain. Certains archéologues privilégient une étude lente et minutieuse, stratigraphie après stratigraphie, pour établir une séquence chronologique claire. D'autres plaident pour des forages plus profonds et plus nombreux afin d'accéder rapidement aux couches supposées les plus anciennes. Chacune de ces approches comporte ses risques. La lenteur peut décourager le financement et l'intérêt, la rapidité peut compromettre la précision des données. La politique et la culture jouent également leur rôle dans ce débat. Gunung Padang est un site indonésien, et son étude implique des institutions locales, nationales et parfois internationales. Les résultats peuvent être perçus différemment selon les contextes. Pour certains, ils représentent un patrimoine à valoriser. Pour d'autres, une opportunité scientifique. Et pour d'autres encore, un enjeu identitaire ou touristique. Ces dimensions ajoutent beaucoup des couches de complexité à la discussion scientifique, car elles influencent la manière dont les recherches sont menées et présentées. Malgré les divergences, un point fait consensus. Gunung Padang mérite d'être étudié avec la plus grande rigueur. Son potentiel est immense. Que ces couches profondes soient vieilles de quelques millénaires ou de plusieurs dizaines de milliers d'années. Même dans l'hypothèse la plus prudente, il reste l'un des plus grands sites mégalithiques d'Asie du Sud-Est, avec une architecture complexe et une histoire d'occupation longue et continue. La science avance souvent par petites touches, et il est possible que la vérité sur Gunung Padang ne se révèle pas en une seule découverte spectaculaire, mais par une accumulation lente de preuves. Chaque échantillon daté, chaque relevé géophysique, chaque comparaison avec d'autres sites contribue à réduire la marge d'incertitude. L'hésitation n'est pas un signe de faiblesse de la science, mais la marque de sa prudence. Elle préfère rester dans le doute plutôt que de s'appuyer sur des certitudes fragiles. Ainsi, l'histoire de Gunung Padang, pour l'instant, est aussi l'histoire de cette hésitation. Une hésitation fertile qui pousse à regarder la pierre sous tous ses angles, à interroger non seulement le passé qu'elle porte, mais aussi la manière dont nous le lisons. Entre prudence et audace, la science avance, pas à pas, sur les marches de basalte, cherchant à savoir si elle mène vers un passé que nous pensions perdu. L'histoire humaine est souvent racontée comme une suite continue. Un fil qui part des premiers outils de pierre, traverse les âges de bronze et de fer, et se prolonge jusqu'aux villes d'aujourd'hui.
Mais ce fil est trompeur. Il comporte des nœuds, des ruptures, des espaces vides où la mémoire collective s'efface. Gunung Padang semble surgir de l'un de ces vides, comme un mot isolé arraché à une phrase perdue. Sa présence suggère que certaines chroniques de notre passé ont été interrompues, puis presque effacées, ne laissant que des fragments difficiles à relier. Les strates de pierre de Gunung Padang sont comme les pages d'un livre dont il manquerait la majorité des volumes. Les plus anciennes, profondément enfouies, sont les plus énigmatiques. Elles portent la trace d'une maîtrise technique et organisationnelle qui, selon nos récits établis, ne devrait pas exister à une époque aussi lointaine. Mais entre ces couches anciennes et les périodes plus récentes, le lien se brise. Aucune archive, aucun artefact intermédiaire ne permet de suivre une ligne claire d'évolution. C'est comme si une civilisation avait atteint un certain niveau, puis avait disparu sans transmettre son héritage complet. L'histoire humaine connaît d'autres de ces silences. Après l'effondrement de la civilisation de l'Indus, les cités se vident, et il faut attendre plusieurs siècles pour voir renaître des centres urbains comparables. En Méditerranée orientale, la fin de l'âge du bronze s'accompagne d'un âge sombre, où l'écriture disparaît presque totalement, effaçant des pans entiers de la mémoire écrite. Gunung Padang, s'il est aussi ancien que certains le pensent, pourrait représenter un effondrement encore plus radical. Non seulement la perte d'un savoir architectural, mais aussi la disparition de toute trace explicite de la société qui l'a produit. Ces interruptions peuvent avoir de multiples causes: catastrophes naturelles, changements climatiques, conflits, épidémies, migrations massives. Dans le cas de Gunung Padang, la géographie instable de Java, marquée par le volcanisme et les séismes, rend plausible l'hypothèse d'un désastre soudain. Un événement d'ampleur suffisante pourrait non seulement détruire une communauté, mais aussi modifier radicalement le paysage, rendant le site méconnaissable ou inaccessible pendant des siècles. Les générations suivantes auraient alors pu redécouvrir la colline comme une curiosité naturelle, ignorant son origine. Ce qui rend ces interruptions particulièrement opaques, c'est qu'elles ne laissent pas toujours de signature archéologique claire. Un village peut disparaître sans laisser de ruines durables, surtout si ses habitations étaient en matériaux périssables. Seuls les monuments de pierre, comme Gunung Padang, résistent au temps. Mais isolés, ils deviennent difficiles à interpréter. Sans contexte, sans objet associé, sans sépulture datée, ils sont comme des phrases arrachées à un texte dont on ne connaît plus la langue. Dans la plupart des récits historiques, les interruptions sont comblées par des hypothèses. Les archéologues tentent de relier les points visibles, de tracer des lignes entre les vestiges connus. Mais ces lignes sont fragiles et parfois trompeuses. Gunung Padang oblige à reconnaître que certaines de ces lignes pourraient passer à côté de réalités plus complexes. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un chapitre oublié, mais de réorganiser toute la trame, de déplacer des dates, de réévaluer ce que l'on croyait acquis sur la progression des savoirs humains. Le concept même de progrès linéaire est mis en cause par un site comme celui-ci. Nous aimons penser que les sociétés humaines évoluent de manière continue, accumulant les connaissances, au fil du temps. Mais l'histoire montre que le savoir peut se perdre, parfois de manière irréversible. Des techniques maîtrisées par une civilisation peuvent disparaître avec elle, au point de devenir incompréhensibles pour les générations suivantes. Gunung Padang pourrait incarner cette perte, la preuve qu'un savoir-faire avancé a existé, puis s'est éteint, laissant la pierre comme seul témoignage. Certaines théories, plus audacieuses, envisagent que des connaissances aient circulé entre régions très éloignées, puis se soient éteintes localement. Si cela s'est produit, Gunung Padang pourrait être l'un des rares points où cette influence est encore visible. Mais sans autre site comparable dans la région pour la même période, il est difficile de savoir si nous voyons un centre isolé ou le vestige d'un réseau disparu. Les interruptions dans les chroniques humaines ne concernent pas seulement la technique, mais aussi la mémoire symbolique. Les mythes et les légendes peuvent survivre à un effondrement, mais ils se transforment, perdent leurs détails concrets et finissent par être interprétés comme de simples histoires. Il est possible que des récits anciens, liés à la construction et à l'usage de Gunung Padang, aient dû traverser les millénaires sous forme d'allusions, de chants ou de rituels, mais qu'ils soient aujourd'hui trop altérés pour être reconnus comme des témoignages historiques. Ces pertes de mémoire collective posent une question troublante. Combien d'autres sites comme Gunung Padang ont pu exister et disparaître sans laisser de traces visibles ? Si un monument de cette ampleur peut passer inaperçu pendant des siècles sous la végétation, qu'en est-il des structures plus modestes ?
La préhistoire pourrait avoir été ponctuée de constructions et de centres rituels dont il ne reste rien, sinon des anomalies géologiques que nous n'avons pas encore apprises à lire. La notion de chronique interrompue n'implique pas seulement une absence, mais aussi un potentiel de réactivation. Il arrive que des savoirs oubliés soient redécouverts, non par hasard, mais grâce à des réminiscences inscrites dans la culture. Un motif architectural, une orientation particulière, un choix de matériaux peuvent être repris par des générations ultérieures sans que celles-ci comprennent entièrement leur origine. Dans ce sens, Gunung Padang pourrait avoir servi de modèle à d'autres constructions régionales, même si sa signification initiale était déjà perdue. Il faut aussi considérer que les interruptions ne sont pas toujours totales. Un savoir peut survivre de manière fragmentaire dans une technique mineure ou dans un artisanat. Par exemple, la capacité à ajuster des blocs de pierre avec une précision extrême peut continuer à exister dans la fabrication d'outils ou d'objets rituels, même si l'architecture monumentale, a disparu. De la même manière, une tradition orale liée au cycle céleste peut se perpétuer sous forme de fêtes saisonnières. Longtemps après, cette perspective devient un point de rencontre entre ce qui a survécu et ce qui a été perdu. Sa structure nous parle d'une organisation sociale, d'une maîtrise technique, d'un rapport au temps et à l'espace qui ne sont plus directement observables dans la région pour les périodes suivantes. Mais il est aussi possible que certains aspects de ce savoir fleinent continuer à vivre sous d'autres formes, ailleurs dans le monde, attendant que nous fassions le lien. Chaque fois qu'une découverte archéologique majeure remet en question nos certitudes, elle agit comme un rappel. Notre image du passé est toujours partielle, toujours reconstruite à partir d'indices incomplets. Gunung Padang, par la discontinuité qu'il impose à notre récit, nous oblige à envisager que nous ne connaissons peut-être qu'une infime partie de l'histoire humaine, et peut-être que ce que nous appelons préhistoire est en réalité parsemé de chapitres entiers que nous n'avons pas encore retrouvés. La pierre ne parle pas avec des mots, mais elle se souvient. Elle porte dans ses fractures, ses couches et ses altérations, l'histoire silencieuse de ce qu'elle a traversé. À Gunung Padang, chaque bloc de basalte est un fragment de mémoire minérale. Ce sont des témoins immobiles qui ont vu passer des saisons, des générations, des bouleversements de la Terre, sans jamais quitter leur place ou en la quittant seulement pour être replacés par des mains humaines. Le basalte né du feu des profondeurs a figé en lui l'empreinte de son origine volcanique. Sa surface lisse ou rugueuse trahit le refroidissement rapide ou lent de la lave, la pression qui l'a façonné. Quand les bâtisseurs l'ont extrait, ils ont interrompu son repos géologique pour le faire entrer dans une autre temporalité, celle de l'architecture, du projet humain. La coupe d'un bloc, la taille d'une arête, le polissage d'une face, tout cela a ajouté à la mémoire de la pierre une couche nouvelle, un souvenir qui n'est pas celui de la nature, mais celui d'un geste. Ces gestes, bien que silencieux aujourd'hui, se devinent dans les traces laissées par l'outil. Certaines sont fines, régulières, comme le passage répété d'un percuteur sur une même ligne. D'autres sont plus brutales, témoignant d'un éclat détaché d'un coup précis. L'œil entraîné peut parfois distinguer l'ordre des opérations, la manière dont un bloc a été dégagé, ajusté, posé. Ces indices penteux sont des phrases entières dans le langage de la pierre, mais elles demandent un lecteur patient, capable de déchiffrer des signes effacés par les siècles. La pierre conserve aussi la mémoire du climat. L'eau, en s'infiltrant dans les micro-fissures, dépose des minéraux qui s'accumulent au fil des années. Les lichens et les mousses, en s'accrochant à sa surface, la teintent de verres et d'ocre qui, sous le microscope, révèlent en des couches d'un superposé comme les strates d'un sol. Chaque couche correspond à une époque particulière, parfois à un événement précis. Une saison exceptionnellement humide, un incendie qui a laissé un voile de cendres, une période de sécheresse où la végétation a reculé. Les séismes, eux aussi, laissent leur empreinte. Une légère torsion dans l'alignement des blocs, une fissure qui se prolonge sur plusieurs pierres, peuvent témoigner d'un choc ancien. Ces cicatrices sont invisibles à celui qui ne cherche pas. Mais pour le chercheur attentif, elles sont autant de repères pour reconstituer l'histoire du site. Elles montrent que la pierre n'est pas figée dans un éternel présent. Elle subit, elle réagit, elle s'adapte parfois en silence. Sous la surface, la mémoire minérale devient encore plus précise. Les couches enfouies conservent mieux leurs détails, protégées de l'érosion et des agressions végétales. Là, la couleur du basalte est plus sombre, ses arêtes plus vives. Les dépôts de sédiments entre les blocs racontent l'histoire de l'ensevelissement. Une fine couche de cendres volcaniques,
puis un horizon de terre brune mêlée de fragments organiques, puis à nouveau un dépôt minéral. Chaque strate est comme une ligne de journal, inscrivant dans la matière les changements du monde extérieur. La pierre, cependant, ne se contente pas de stocker des traces passives. Elle interagit avec son environnement, modifiant parfois les conditions autour d'elle. Certaines surfaces polies reflètent dans la lumière d'une manière particulière, projetant à certaines heures des éclats qui peuvent avoir été utilisés comme signaux visuels. D'autres, par leur masse et leur densité, influencent sur la température et l'humidité locale, créant de microclimats qui ont pu être exploités pour préserver des espaces ou des objets. À Gunung Padang, cette mémoire minérale n'est pas seulement individuelle, bloc par bloc, mais collective. L'agencement des pierres crée des ensembles qui se souviennent ensemble. Un mur, une terrasse, un escalier forment une unité dont les pierres ont vécu les mêmes événements, subi les mêmes forces, partagé les mêmes altérations. Les fractures qui les traversent, comme des lignes continues, sont des cicatrices communes, la marque d'une histoire partagée. Il est fascinant de penser que certaines de ces pierres se trouvent exactement là où elles ont été placées il y a des millénaires. Elles ont vu passer des hommes vêtus de peau ou de fibres grossières, portant des outils rudimentaires, puis d'autres, bien plus tard, apportant peut-être des offrandes ou des objets en métal. Elles ont été témoins de rituels oubliés, de chants et de silences, de fêtes et de deuils. Et elles continuent de voir, même si leurs yeux sont de basalte. La mémoire minérale ne ment pas, mais elle n'explique rien par elle-même. Elle offre des indices, des fragments, mais c'est à nous de les relier. Parfois l'impensant. La pierre garde des secrets que même nos technologies modernes peinent à percer. Les analyses miroirs microscopiques peuvent révéler la composition exacte des minéraux, leur origine, leur transformation au fil du temps. Les mesures magnétiques peuvent montrer comment le champ terrestre a influencé leur orientation. Mais il reste toujours une part d'inconnu, comme si la pierre gardait pour elle l'essence de ce qu'elle a vu. Cette mémoire dépasse le seul site de Gunung Padang. Chaque monument ancien, chaque mégalithe, chaque bloc façonné par l'homme est une capsule temporelle, un enregistrement à très long terme. Mais à Gunung Padang, cette mémoire est exceptionnelle par sa profondeur et sa durée supposée. Les blocs les plus anciens ont peut-être survécu à des transformations de la planète que nous ne faisons qu'imaginer. Ils étaient bons déjà là lorsque les glaciers couvrirent le nord, lorsque les mers étaient plus basses, lorsque des terres aujourd'hui englouties reliaient les îles. La pierre, par sa nature, est indifférente au passage des civilisations. Elle ne se soucie pas de qui la place ou la déplace, de la fonction qu'on lui attribue. Mais en acceptant de se laisser travailler, elle devient un réceptacle, un support pour la mémoire humaine. Et lorsque l'homme disparaît, la pierre continue de porter cette mémoire, même si elle n'a plus personne pour la lire. C'est peut-être pour cela que tant de cultures ont choisi la pierre pour leur monument. Elle dure plus que la chair, plus que le bois, plus même que l'écriture. À Gunung Padang, la mémoire minérale et la mémoire humaine se sont imbriquées pendant des millénaires. Les bâtisseurs ont utilisé le basalte pour se souvenir, pour transmettre quelque chose à ceux qui viendraient après eux. Et de ce qu'ils voulaient un peu transmettre, nous ne le savons pas avec certitude. Mais la pierre est encore là. Et c'est en soi un message. Quelque chose d'important a eu lieu ici, digne d'être gravé dans la matière la plus durable que l'on puisse trouver. Et dans le silence qui entoure le site, on peut presque imaginer cette mémoire minérale comme une conscience endormie, qui attend que quelqu'un sache enfin lui poser les bonnes questions. À Gunung Padang, la pierre parle, mais ceux qui l'ont façonnée se taisent. Nulle inscription ne grave leur nom dans la mémoire du lieu, nulle sépulture ne les relie directement à leur œuvre. Les fouilles n'ont livré ni outils complets, ni dépôts funéraires, ni objets rituels assez explicites pour raconter qui ils étaient. Ce silence est peut-être la plus grande énigme du site. Comment une construction d'une telle ampleur a-t-elle pu voir le jour, puis demeurer, sans que ses auteurs laissent derrière eux autre chose que la pierre elle-même ? Dans d'autres cultures, la monumentalité s'accompagne souvent de traces humaines. Les pyramides d'Égypte contiennent des chambres funéraires, les ziggourats mésopotamiennes sont liées à des archives écrites, les temples mésoaméricains abritent des offrandes. À Gunung Padang, rien de tel. Les terrasses et les écantios et les escaliers mènent au sommet, mais ne révèlent pas de sanctuaire identifiable, pas d'espace clos qui aurait pu servir de tombe ou de dépôt sacré. C'est comme si le monument tout entier était le message, et que tout ce qui l'entourait devait disparaître. Ce silence pourrait s'expliquer de plusieurs façons.
Peut-être que les bâtisseurs considéraient que la pierre, par sa seule présence, suffisait à transmettre ce qu'il voulait dire. Dans cette vision, les outils, les objets et même les restes humains n'avaient pas vocation à être conservés sur place. Ils appartenaient au monde des vivants et disparaissaient avec eux. Le monument, lui, devait rester immobile, comme un point fixe dans la mémoire du paysage. Une autre possibilité est que ce silence soit le résultat d'un effacement, volontaire ou accidentel. Une catastrophe naturelle, un conflit ou un abandon soudain aurait pu entraîner la disparition des traces plus fragiles, laissant seule la structure de pierre. Les sols auraient alors pu être nettoyés, les objets emportés, les espaces vidés, soit par respect, soit par nécessité. Si Gunung Padang avait une fonction rituelle, peut-être qu'au moment de son abandon, il a été fermé rituellement, scellé pour qu'aucun intrus ne trouble ce qui devait rester inviolé. Le silence est aussi perceptible dans la nature même de la construction. Aucun signe décoratif évident, aucune fresque, aucun bas-relief ne vient raconter une histoire. La géométrie et l'agencement semblent être les seuls codes employés. C'est un langage abstrait que nous ne savons plus lire. Là où d'autres monuments de pierre déploient un récit visuel, Gunung Padang reste dans l'allusion et la forme brute. Était-ce par choix esthétique ou parce que le message était destiné à être compris uniquement par ceux qui connaissaient déjà son sens ? Certains chercheurs avancent que l'absence d'artefacts pourrait indiquer que le site n'était pas un lieu de vie, mais un espace dédié à une fonction unique, peut-être saisonnière. On y venait pour des cérémonies précises, à des moments particuliers de l'année, puis on repartait. Dans ce cas, il est logique que peu de traces matérielles subsistent. Les participants ne faisaient qu'y passer, emportant avec eux tout ce qui leur appartenait. Les seules choses laissées sur place étaient celles qui devaient endurer, les pierres. Le caractère stratifié du site complique encore l'interprétation. Les couches profondes, supposées les plus anciennes, ne contiennent pas non plus d'objets identifiables. Si elles ont été recouvertes rapidement par des dépôts naturels ou par de nouvelles constructions, cela pourrait expliquer la rareté des traces organiques. Mais cela signifie aussi que, même au cœur de l'édifice, là où l'on aurait pu s'attendre à trouver des indices pendant protégés, le silence persiste. Ce silence n'est pas vide, il est plein de possibles. Il oblige à considérer des hypothèses que l'archéologie traite avec prudence. Et si les bâtisseurs de Gunung Padang ne cherchaient pas à laisser un héritage matériel, et si leur œuvre était destinée à disparaître, ou à n'être comprise que par un cercle restreint. Peut-être que le site n'était pas conçu pour durer comme un lieu de mémoire, mais pour remplir une fonction temporaire dans un cycle plus vaste, puis se fondre dans le paysage. L'absence de restes humains est particulièrement intrigante. Dans de nombreuses traditions, les lieux sacrés sont associés à des sépultures, que ce soit pour honorer les morts ou pour lier le monument à une lignée. Ici, rien de tel n'a été trouvé. Ce pourrait être un choix culturel, séparer radicalement le domaine des vivants de celui des morts, ou éviter que la mort ne contamine un lieu réservé à un autre type de relation avec le monde. Ou bien, si des sépultures ont existé, elles étaient situées ailleurs, dans un lieu complémentaire aujourd'hui perdu. Le silence des bâtisseurs s'étend aussi à leur identité ethnique et linguistique. Aucun élément linguistique, aucun symbole clairement rattachable à une culture connue ne se dégage des pierres. Cette absence rend toute attribution incertaine. Nous ne savons pas si les constructeurs étaient compolés liés aux populations qui habitent aujourd'hui la région ou s'ils appartenaient à un peuple disparu depuis longtemps. Sans ADN, sans inscription, sans objet porteur de style distinctif, ils restent des figures fantomatiques, devinées uniquement à travers leur œuvre. Il y a quelque chose de délibérément impersonnel dans Gunung Padang. Contrairement à d'autres monuments anciens où l'on peut sentir la présence d'un commanditaire, d'un roi ou d'un groupe précis, celui-ci ne semble pas appartenir à un individu. Il est anonyme, collectif, presque abstrait. Ce caractère universel pourrait être une clé. Peut-être que le site était conçu pour dépasser les appartenances tribales ou régionales, pour servir de point de ralliement à des communautés différentes liées par une même vision du monde. Cette absence de marque humaine directe n'empêche pas de ressentir la présence des bâtisseurs. Elle est partout dans la régularité des alignements, dans la justesse des proportions, dans l'évidence que chaque pierre a été posée avec intention. Mais elle reste une présence diffuse, comme si ceux qui avaient construit Gunung Padang avaient choisi de s'effacer derrière leur œuvre. Ce choix, volontaire ou non, donne au monument une aura singulière.
Il est à la fois profondément humain et totalement détaché de l'individu. Le silence, à Gunung Padang, agit comme un écran. Il empêche de raconter une histoire précise, mais il invite à l'interprétation. Il permet à chaque génération de projeter sur le site ses propres récits, ses propres explications. Ainsi, le monument reste vivant, il ne fiche pas une seule signification, il en accueille plusieurs au fil du temps. Ce silence est peut-être la raison pour laquelle Gunung Padang fascine encore, bien plus que s'il portait une inscription claire dissipant tout mystère. Dans ce mutisme, il y a aussi une leçon sur la mémoire. Peut-être que tout héritage ne passe pas par la parole ou l'écriture. Peut-être que certaines traces sont faites pour résister au langage, pour forcer ceux qui les regardent à s'arrêter, à ressentir, à imaginer. Les bâtisseurs de Gunung Padang, en laissant derrière eux un monument muet, ont peut-être voulu que l'on se souvienne non pas d'eux, mais de l'acte de bâtir, de la relation entre l'homme et la pierre, entre l'homme et le temps. Gunung Padang se dresse aujourd'hui comme une énigme isolée, mais il est difficile de ne pas imaginer qu'il ait, un jour, appartenu à un ensemble plus vaste. Les civilisations ne naissent pas dans le vide, elles échangent, voyagent, s'influencent mutuellement. Si ce site est réellement aussi ancien que certaines analyses le suggèrent, alors il pourrait être la pointe visible d'un archipel oublié. Non pas d'îles de pierre, mais de savoir, de pratiques et de monuments épars, reliés par des routes aujourd'hui effacées du paysage. Il existe, à travers le monde, des lieux qui semblent partager avec Gunung Padang une parenté subtile. Ils se trouvent à des milliers de kilomètres les uns des autres, parfois séparés par des océans, et pourtant, ils présentent des traits communs. L'usage de la pierre monumentale, l'alignement précis des structures, la possible fonction d'observatoire céleste ou l'intégration harmonieuse à la topographie naturelle. Ces similitudes peuvent être le fruit du hasard ou de convergences culturelles indépendantes, mais elles peuvent aussi suggérer l'existence d'une matrice plus ancienne, un modèle diffusé et adapté à chaque contexte local. Si l'on observe la carte des sites mégalithiques anciens, un réseau imaginaire se dessine. À l'ouest, Göbekli Tepe en Anatolie, avec ses cercles de piliers et ses sculptures énigmatiques. Plus au nord, les mégalithes de Karnak en Bretagne, alignés sur des kilomètres. Vers le sud, les cercles de pierre de Nabta Playa, au cœur du désert nubien, qui suivent les rythmes des étoiles. À l'est, les mystérieuses structures submergées de Yonaguni, au large du Japon, et les terrasses de Nan Madol, bâties sur des îlots artificiels dans le Pacifique. Et, au centre de ce réseau imaginaire, Gunung Padang, niché dans les collines volcaniques de Java. La question est de savoir si ces points sont reliés autrement que par la coïncidence. Les migrations humaines, bien avant la sédentarisation complète, ont pu transporter des idées sur de grandes distances. Les chasseurs-cueilleurs, loin d'être isolés, pouvaient en parcourir des territoires immenses, établissant des contacts épisodiques avec d'autres groupes. Dans ces rencontres, il est possible que des concepts architecturaux ou symboliques aient circulé, se transformant au fil du voyage. Un modèle de terrasse, un type de pierre dressée, un mode d'orientation par les astres, autant de fragments qui auraient pu s'ancrer dans des régions très différentes. Si l'on remonte à l'époque supposée des couches les plus anciennes de Gunung Padang, le monde avait une géographie différente. La grande plaine de Sunda reliait alors plusieurs îles d'Asie du Sud-Est, formant un vaste territoire habitable. Les déplacements étaient plus faciles sur ces terres continues et il est envisageable que des réseaux d'échanges aient existé, reliant ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, la Malaisie et même certaines zones aujourd'hui submergées. Gunung Padang pourrait avoir été un point nodal de ce réseau, un centre de rassemblement ou un repère marquant l'appartenance à un ensemble culturel plus large. Dans cette perspective, le Atlas des mondes perdus ne serait pas une carte au sens strict, mais un schéma mental partagé. La connaissance de lieux précis, liés par des récits, des itinéraires, des rituels communs. Les routes pouvaient être tracées non sur le sol, mais dans la mémoire des hommes, jalonnées par des repères naturels ou construits. Ces routes fragiles disparaissent rapidement lorsque les sociétés qui les utilisent s'effacent, mais leurs échos persistent parfois dans les mythes, sous forme d'histoires de voyages, de pèlerinages ou de migrations fondatrices. Il existe aussi une autre possibilité, celle que les bâtisseurs de Gunung Padang faisaient là partie d'une tradition architecturale aujourd'hui presque entièrement effacée. Dans ce cas, d'autres sites comparables pourraient dormir encore sous la végétation tropicale ou sous les eaux. L'archéologie moderne, limitée par l'accès difficile à certaines régions et par le coût des prospections, n'en a peut-être révélé qu'une infime partie.
Chaque nouvelle découverte dans une zone reculée rappelle que le passé reste largement inexploré. La comparaison avec d'autres monuments anciens invite à s'interroger sur les points communs qui dépassaient la technique. Beaucoup de ces sites semblent exprimer une relation particulière entre l'homme et son environnement. Ils ne sont pas construits n'importe où. Leur emplacement est choisi avec soin, souvent en fonction de la topographie, de l'horizon, de la position des astres ou de la proximité de ressources spécifiques. Gunung Padang, intégré à la pente de sa colline volcanique, reflète cette même sensibilité à l'ancrage dans le paysage. Cela pourrait être la marque d'une philosophie partagée, où bâtir revient à inscrire l'homme dans l'ordre naturel plutôt qu'à s'en détacher. Le Atlas hypothétique ne serait pas fait seulement de lieux, mais aussi de concepts communs. Le recours à la pierre massive comme matériau privilégié, la recherche d'une géométrie stable, l'importance accordée à l'orientation, la combinaison d'une fonction pratique et d'une fonction symbolique. Tous ces éléments se retrouvent à travers différentes cultures préhistoriques. Qu'ils soient le fruit d'un héritage commun ou d'inventions indépendantes, ils témoignent de préoccupations universelles chez les premiers bâtisseurs. Si ces mondes sont perdus, c'est en partie parce qu'ils n'ont pas laissé de traces écrites. Leur mémoire s'est dissoute dans l'oralité, qui change et s'efface avec le temps. L'archéologie tente de reconstruire cet atlas avec les moyens dont elle dispose, fragments de structures, datations incertaines, comparaisons avec d'autres sites. Mais la carte qui en résulte est incomplète, comme un ciel où seules quelques étoiles sont visibles, laissant deviner la forme d'une constellation plus vaste. Dans cette constellation, Gunung Padang occupe une place singulière. Sa datation potentiellement très ancienne en ferait l'un des points les plus reculés dans le temps de ce réseau. Il serait une étoile plus pâle car plus lointaine, mais aussi plus précieuse car plus rare. En l'étudiant, on ne cherche pas seulement à comprendre un site, mais à éclairer un pan entier du ciel oublié. Certains chercheurs évoquent même la possibilité que ce réseau ait eu une fonction de transmission à très long terme, des lieux choisis pour résister aux catastrophes naturelles et aux effondrements sociaux, afin de conserver une partie des connaissances. Ces connaissances pouvaient être astronomiques, calendaires, géographiques ou spirituelles. Elles étaient inscrites non pas dans des livres, mais dans la pierre et dans l'orientation des monuments. Gunung Padang, par sa robustesse et sa position, pourrait avoir été conçu comme l'un de ces dépôts de savoir à l'échelle millénaire. Mais si Atlas il y a, il est stélé brisé. Ses routes sont effacées, ses points sont isolés. Relier Gunung Padang à d'autres sites suppose de travailler à la fois avec la science et avec l'imagination, d'accepter de tracer des lignes qui ne sont pas encore prouvées, mais qui ouvrent des pistes. Chaque nouvelle découverte archéologique dans des zones peu étudiées pourrait ajouter un point à cette carte, rapprocher les contours de ces mondes perdus. Peut-être qu'un jour, la technologie permettra de sonder systématiquement les forêts, les montagnes et les fonds marins à la recherche de structures oubliées. Alors Gunung Padang pourrait apparaître non comme une anomalie isolée, mais comme l'un des maillons d'une chaîne qui court à travers les continents. En attendant, il reste une énigme solitaire, mais qui porte en elle la promesse d'un réseau invisible, un atlas que nous apprenons encore à dessiner.